Salut à tous, ici Mathis et Mathis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes. Une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Aujourd'hui, on va parler du métier peut-être le plus attendu, souvent considéré comme le plus important du cinéma, celui que tout le monde connaît au moins de nom, le métier de réalisateur. Il est à l'origine ou accompagne la création des projets. Il est architecte, directeur artistique, chef d'entreprise, il dirige les acteurs, contrôle le montage et accompagne les films à leur sortie. Comme vous le constatez, il est sur tous les fronts, ce qui rend souvent son métier très compréhensible pour les uns. Il est responsable de la direction d'un film, mais très bordélique pour les autres dès qu'on rentre un peu dans le détail. Ce podcast est justement là pour vous éclairer. C'est aussi à cause de ce grand terrain à défricher qu'on cherchait à avoir des réalisateurs expérimentés qui pourraient parler clairement de ce métier. Alors l'autre notion qui va être intéressante à aborder aujourd'hui, c'est qu'ils font partie des rares duos de réalisateurs. On verra ce que ça implique en termes de répartition des tâches. Et petite précision quand même avant de commencer, étant donné que c'est le métier de base du cinéma qu'il fallait faire dans ce podcast, on va essayer de faire l'émission la plus abordable pour le plus grand nombre, mais on s'autorise à approfondir certains sujets et poser des questions techniques pour que débutants et professionnels puissent en profiter. Eh bien salut à tous, bienvenue tout le monde. On est ravis d'avoir avec nous des réalisateurs affirmés qui ont déjà réalisé 3 longs métrages, Willy Premier, Teddy et L'année du requin. Ils sont jumeaux et ont eu 30 ans il y a quelques mois. On a convenu qu'on invitait des 20-30 ans, vous êtes à la limite, donc c'est parfait. Il s'agit de Ludovic et Zoran Boukarma. Salut les gars. Salut. Salut à vous, salut à tous. Alors du coup, juste pour commencer, une petite présentation. Vous êtes donc réalisateur depuis un moment déjà. Vous créez une réputation rapidement avec des courts-métrages qui sont sélectionnés et remportent des prix en festival. Perrault la Fontaine Mon Cul et Ich bin ein Tata en 2015. Votre premier long-métrage sort en 2016, co-réalisé à 4 avec Marielle Gauthier et Hugo Thomas. Un projet à tout petit budget, mais qui vous fait une belle carte de visite. En 2017, vous revenez à votre duo d'origine pour un court-métrage tourné pratiquement en impro pendant des vacances, La naissance du monstre. Une histoire de loup-garou avec une certaine Christine Gauthier, loup-garou et actrice qu'on retrouve dans votre premier long-métrage en duo, Teddy, avec Anthony Bajon en tête d'affiche, qui sort en 2020. C'est un succès critique. Il sort dans des conditions de Covid qui sont quand même un peu cata et qui sont pas du tout profitables pour le film. Mais l'emballement de l'industrie est là et très vite, on vous donne les clés pour réaliser le projet suivant. Et projet que vous aviez en fait commencé à écrire avant Teddy. L'année du requin sort en 2022 avec Marina Foïs, Cadmerade, Jean-Pascal Zadi et Christine Gauthier. Un requin envahit les côtes du sud-ouest de la France. Vous faites une patte très reconnaissable en quelques projets. Vous aimez mélanger les genres, le cinéma de genre, mais pas que, et travailler avec des acteurs non professionnels. Des choses sur lesquelles on aura sûrement l'occasion de revenir dans cette émission. Est-ce qu'on a oublié quelque chose à votre filmographie ? Alors non, et au contraire, vous êtes même particulièrement précis, je trouve. On pourrait dire que vous avez peut-être oublié tous les films pourris qu'on a fait aussi avant ça. Ceux qu'on a tournés, ceux qu'on n'a même pas tournés d'ailleurs. Les très 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 courts métrages. Oui, vous réalisez ça depuis encore plus longtemps, j'imagine, quand vous étiez ado. Ouais, puis c'est qu'avant même Perrault, La Fontaine Mon Cul et Ich bin ein Tata, du coup, qui était à Clermont, qui était nos premiers vrais courts-métrages. On avait fait des courts-métrages honteux aussi, qui étaient absolument immontrables et qu'on n'a jamais vraiment. Enfin voilà, qu'on a planqué un peu. Ils sont perdus sur un compte privé YouTube, à mon avis, qui ont été mis en privé et qui sont perdus au fin fond d'internet. Et puis il y a même aussi tous les scénarios de longs qu'on a écrits, qu'on n'a jamais tournés au final. Ok. Nous, on est curieux en privé. Ouais. Nous, on va bien les avoir en off, juste pour regarder ça. Ok, avant de commencer, est-ce que ça va ? Déjà, est-ce que vous allez bien ? Ça va hyper bien, oui. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment de vos journées ? En ce moment, on prépare le prochain film qu'on tourne cet été, si tout va bien. Et puis on écrit aussi un peu d'autres trucs. Ok. Oui, vous êtes plutôt dans une bonne phase de votre vie en tant que réalisateur ? Ouais, bah tout va bien. On a L'année du requin qui est sorti l'été dernier. Donc là, il vient de sortir en DVD, je crois, et en Blu-ray il y a un mois. Et nous, de toute façon, ça fait quoi ? Ça fait 8 ou 9 mois qu'on est en écriture du coup sur le prochain film qu'on tourne cet été. Du coup, là, la pré-prod commence maintenant, en fait. Du coup, là, on attaque un peu la période qui va être la prépa, le casting, etc. Donc ça commence à être un peu excitant, ouais. Ok. Oui, c'est ça. Vous avez quand même la chance de enchaîner assez rapidement. Alors, il y a quand même eu cette espèce de creux entre Willy Premier et Teddy. Ouais. Oui. Ce sera peut-être aussi intéressant de voir comment est-ce que vous avez géré ce creux, comment est-ce que ça se passe quand on est réalisateur et que il y a des phases où les projets mettent du temps à se faire, ou alors on n'est pas inspiré, ou tout un tas de choses. Et donc, il y a aussi l'aspect où vous êtes en duo. Et donc, ça sera aussi intéressant de voir comment est-ce que vous travaillez en duo, comment vous répartissez la tâche. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné
Voilà, du coup, je pense qu'on peut commencer directement avec la partie quotidien. On se demande dans ce podcast qu'est-ce qu'un réalisateur? C'est quoi un réalisateur déjà de base? Et donc pour revenir aux bases, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la définition sur Internet. Et donc la définition d'Internet dit que le réalisateur est responsable de la réalisation d'un film ou d'une émission de télévision. Il a un rôle de créateur, d'encadrement et de management d'équipe sur les plans techniques et artistiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez à rajouter à cette définition? Oui, alors ça, c'est vrai, ça, c'est la partie, quand on exécute, en fait, donc la réalisation d'un film. Je crois qu'en amont de ça, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Parce qu'avant tout, nous, on se considère quand même comme des auteurs. C'est vrai que le premier moteur, la première motivation, nous, dans nos vies, c'est quand même celle d'inventer des histoires, hein, et ensuite de les réaliser, donc mais la partie réalisateur, elle intervient, en fait, dans un deuxième temps. D'abord, on est scénariste, en fait, donc avant tout, on est des gens qui aimons raconter des histoires, et avoir, voilà, des idées, voilà. Oui, et puis après le plateau, peut-être que le métier se poursuit aussi un peu pendant le montage, enfin jusqu'à la fin du montage. Donc en fait, il y a la phase en amont du tournage quand on prépare le film, où là, ça va être la partie casting, le choix des décors, des costumes, etc. Après, il y a la partie où effectivement, on manage un peu l'équipe sur le tournage. Et après, il y a aussi tout ce qui se passe en montage jusqu'au mixage même du son, et jusqu'à ce que le film soit jusqu'à ce que le fichier soit rendu et qu'il y ait le film final. Ouais. Mais c'est que le reste du temps, on est aussi plutôt des auteurs que des réalisateurs. On est réalisateur une fois tous les 2 ans quand chacun de nos projets se concrétise, quoi. Entre-temps, on est plutôt auteur. Ouais. Et alors, est-ce que c'est les mêmes métiers, en fait? Parce que il y en a qui ne sont que réalisateurs, il y en a qui ne sont que scénaristes. Donc vous, il se trouve que vous êtes les deux. C'est quelque chose qui est assez français, d'ailleurs, d'être les deux. Voilà, comment est-ce que vous gérez ça? Donc alors, c'est des métiers vraiment très très différents. D'ailleurs, c'est vrai qu'en France, on considère qu'un scénariste va nécessairement réaliser son film. Ça paraît assez évident parce que c'est comme ça qu'on pense l'auteur, quoi, en France. C'est des métiers qui appellent des compétences qui n'ont rien à voir parce que l'écriture, bon, déjà, c'est très technique. Il faut qu'on maîtrise la technique de l'écriture qui est une technique propre qui n'a rien à voir avec la réalisation de film. C'est un métier qui est aussi très solitaire, l'écriture. La mise en scène, c'est l'inverse. C'est un métier où il faut être diplomate, il faut savoir gérer une équipe. Voilà, donc c'est un métier qui appelle pas des compétences qui sont les mêmes. Et donc, mais après, nous, on considère que c'est un peu un truc qui se complète. Je pense qu'on n'envisagerait pas de réaliser des films qu'on n'aurait pas écrits. On a l'impression que c'est un peu une sorte de tout. Pour nous, on le vit en tout cas comme un tout. On a l'impression que faire des films, c'est que c'est la définition d'être cinéaste. Un peu, c'est l'idée de faire à la fois. Donc, on écrit, on réalise, on monte. On envisage vraiment c'est comme une sorte de travail qui aurait 3 grandes étapes, mais c'est quand même des métiers différents à la base, ouais. Voilà, donc je pense pour nous, je pense que dès le début, dès qu'on a commencé à vouloir faire des films, on n'a jamais envisagé les choses autrement que de tout faire nous-mêmes, quoi. Et est-ce que du coup, ça a en conséquence peut-être la réduction de la quantité de projets que vous faites? Est-ce que quand on n'est que réalisateur, on se doit, pour gagner sa vie, de faire davantage de projets, et pareil pour scénariste? Parce que là, vous travaillez au final sur un projet à la fois tous les, je sais pas combien d'années? Ouais. Tous les 2 ans à peu près, ouais. Nous, je pense qu'on a la chance de pouvoir faire que ça maintenant. Enfin, je crois d'ailleurs on a eu la chance que ça démarre assez vite parce que depuis nos premiers courts-métrages à Clermont-Ferrand, on a rencontré un producteur dans la foulée qui nous a tout le temps suivis. Et du coup, on a pu enchaîner nos longs-métrages sans avoir vraiment de creux entre. C'est-à-dire que quand on n'était pas en tournage, on était en écriture. Et du coup, en fait, on préparait à chaque fois on prépare un film, on le tourne, on le monte, on prépare le suivant, on le tourne. Et jusqu'à maintenant, on a un peu ce schéma-là qui se perpétue, et donc c'est plutôt une chance qu'on a, oui. Alors je pense que quand on n'a pas... peut-être quand on a quand les projets s'enchaînent moins bien, parce peut-être qu'on travaille avec des producteurs différents, ou qu'on n'a pas... ou qu'on a un suivi un peu moins régulier, peut-être qu'il faut faire d'autres trucs, ouais. Nous, on a la chance de pas trop avoir à s'en soucier, ouais. Je trouve qu'il y a plein de façons d'être réalisateur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont réaliser des pubs, des clips, des films, un peu tout, et d'autres qui vont faire autre chose. Nous, je crois on est vraiment intéressé particulièrement par le cinéma. C'est aussi un choix de notre part qui fait qu'on a déjà fait des pubs, mais c'est pas du tout un truc qu'on a envie de faire particulièrement. On peut le faire des fois, mais c'est vraiment très rare. On le fait une fois, en fait, en réalité. Et globalement, ouais, nous, on aime bien cette idée de pouvoir exprimer notre monde intérieur. Et voilà, on a vraiment envie de raconter des histoires. C'est assez viscéral. Du coup, on considère même pas que c'est vraiment un métier. C'est vraiment un truc qu'on porte en nous depuis l'adolescence, qu'on a eu. Voilà, c'est une sorte de... C'est notre façon d'être. C'est-à-dire on est systématiquement en train d'inventer des histoires. C'est un truc qu'on fait. C'est pas vraiment, on le vit pas comme un métier. Il se trouve que c'est un métier, évidemment, mais on le vit comme un truc d'expression vraiment de ce qu'on est. Voilà, c'est vraiment...
Oui, Il puis y a on, plusieurs façons de faire ça, quoi. Il y a des gens qui le font de façon plus professionnelle, ça peut aussi être un métier, voilà, comme on fait de la pub, du clip, etc. Mm. Ou pas, enfin voilà, c'est un peu une façon de vivre les choses, je pense. C'est un rapport personnel qu'on peut avoir à la chose, j'ai l'impression. Et puis on essaye nous de se consacrer surtout à nos projets parce qu'on a l'impression même qu'accepter des trucs annexes, ça nous en détourne et ça nous fait faire des moins bien nos films en fait. Si on doit faire justement trop de pubs ou d'autres trucs entre, ça nous détourne de nos projets et on a l'impression qu'ils seront moins bien si on s'y consacre pas à plein temps, quoi. Et du coup, c'est quoi votre quotidien par rapport à tout ça en fait? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Parce que, comme vous le dites, vous avez plusieurs métiers en un seul. Donc, comment c'est votre quotidien dans ce moment, par exemple, ou sur un processus d'un film? Je pense que notre quotidien est assez ennuyeux en vrai et relativement simple, hein. Je crois que quand on est en phase d'écriture, on se retrouve le matin au café et on écrit peut-être 4 heures en gros de 8h à midi. L'après-midi, on est plutôt libre. Alors, des fois, on va au cinéma ou on vague à nos occupations, mais on n'a pas grand-chose à faire d'autre, en fait. Quand on est en phase ensuite de préparation de tournage, là, on va avoir des réunions régulières avec les membres de l'équipe dans les bureaux de prod pour préparer le tournage, tout simplement, pour préparer les castings, commencer à établir le plan de travail, etc. Après, quand on est en tournage, là, c'est peut-être la partie la plus intense de notre travail, parce que là, c'est vraiment... entre 6 et 8 semaines où là c'est vraiment intense, où on bosse du lundi au vendredi et on tourne, on fait que ça. Et là c'est peut-être la phase la plus fatigante pour nous d'ailleurs, le tournage. Et quand le tournage est fini, en général, nous on s'accorde peut-être une semaine de vacances et après on va en montage. Et là le montage, c'est des journées un peu, c'est du 8h, 19h tous les jours de la semaine, au moins du lundi au vendredi, hein, où on est sur l'ordinateur. Et alors soit Teddy on l'a monté nous-mêmes, du coup c'était chez Zoran sur un Mac. Sur un Mac portable, et du coup c'était... Mais on s'imposait quand même le truc du lundi au vendredi, vraiment avec des heures de 8h à 19h en gros. Et après, si l'année du record, on a monté avec une monteuse, du coup on allait la voir au bureau tous les jours et on montait toute la journée pareil. Et après, c'est vrai, quand on n'est pas en tournage, nos vies sont assez... On fait rien d'exceptionnel, quoi. Moi, c'est aussi un choix de mode de vie, j'ai l'impression. Enfin, on a toujours voulu être réalisateur, mais aussi parce que c'est une sorte de. Je crois qu'on n'a jamais été, je pense, en accord avec l'idée d'aller bosser au bureau tous les jours. Enfin, par contre, aussi un peu contre ce mode de fonctionnement-là. En tout cas, c'était pas pour nous. Donc, je vois que le fait de faire des films, c'est aussi ça découle un peu de ça, quoi, d'une envie de pas avoir un métier rigide où tu fais tout le temps la même chose. Du coup, l'idée de pouvoir, tu vois, écrire 4 heures par jour et le reste du temps avoir du temps libre pour lire, pour se balader, voir des films, etc. C'est vraiment un truc je pense qu'on avait vraiment envie de ça, et du coup ça correspond aussi pas mal à nos personnalités, quoi. Et alors l'autre truc, c'est que j'ai l'impression qu'on l'oublie souvent quand on parle du métier de réalisateur, mais au final c'est quand même une partie importante du temps. On fait des films pour le montrer au public, donc il y a plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction du film où on accompagne, on fait la promo, on fait les festivals, etc. Comment est-ce que vous pouvez parler de tout ça? Ça, c'est une partie qu'on aime bien, nous, c'est le moment où en fait, c'est un peu le moment où tu relâches un peu la pression, où le film est fini et il est dans la boîte, donc t'as plus à t'en soucier quelque part. Et ensuite, tu le présentes aux gens. Nous, c'est quand même c'est la partie qu'on préfère aussi c'est que on fait des projections souvent un peu partout en France. En fait, on est invité par les exploitants de différentes salles, du coup, on présente le film au public et puis on peut échanger aussi avec eux. Du coup, il y a des questions-réponses, etc. Ça, c'est un truc qu'on aime bien faire, hein. Ça et les festivals, c'est un peu la récompense, quoi. C'est après avoir trimé pendant 3 ans, en général, c'est quand même assez long de monter un film. Pour enfin le partager avec les gens, c'est vrai que c'est assez chouette, ouais. Vous avez pas la pression du retour du public? Un peu, Si, ouais. alors quand même, si. Je pense on peut pas s'empêcher quand même de lire les critiques et on est toujours content quand le film plaît et on est toujours moins content quand le film plaît pas. Mais je crois que on essaye quand même de pas. Quand on écrit un film, on essaye vraiment de penser à ce qui nous plaît à nous, en se disant que si ça nous plaît à nous, ça a des chances de plaire à d'autres gens. On essaye de pas trop calculer en se disant on va faire ça parce qu'il faut faire ça pour que le public aime. Je pense qu'on essaye de faire des trucs qui nous plaisent d'abord à nous. Après, je pense qu'on se laisse pas trop miner par les critiques. Au contraire, on le voit aussi comme une façon de s'améliorer et de se dire, tiens, si ce coup-ci, il y a tel truc qui n'a pas marché, peut-être qu'on peut faire les choses différemment pour le prochain. Vous êtes 2, donc 2 cerveaux. Est-ce que vous arrivez bien à vous répartir les tâches? Ouais, quand même. On a une moitié de cerveau chacun, enfin, on est une personne. On est jumeaux. non, en fait, non, mais sinon, en fait, je crois qu'on est à la fois, je pense qu'on est quand même, vu qu'on a grandi ensemble, forcément, on a les mêmes références, donc c'est très facile d'imaginer les mêmes choses quand on écrit. On n'a pas besoin de se décrire pendant 1 heure un concept ou une idée, parce que l'autre, il la saisit très vite, donc c'est assez idéal. Je pense que ça, c'est le fait d'avoir grandi ensemble avec les mêmes références, etc.
Et en même temps, on n'a pas exactement les mêmes qualités. Je sais que moi, je suis venu à l'envie de faire des films par l'écriture. J'ai commencé vraiment à écrire mon premier long métrage quand j'étais au lycée. Et donc, ça a vraiment été l'écriture. Je me suis intéressé, je me suis offert des livres de structure d'écriture, etc. C'était vraiment, dès l'adolescence, c'était un truc qui m'a passionné. Ludovic, lui, il est arrivé là-dedans plutôt par le montage, c'est-à-dire qu'il faisait des remakes d'épisodes de Friends quand on était Ouais, au c'est ça. lycée. Ouais. Je sais pas s'il y a un week-end à faire du montage et À comprendre vraiment la mise en scène, la réalisation, les plans et le montage. Et du coup, c'est vrai qu'après, quand on a décidé vraiment de se mettre ensemble pour faire ça, on avait un peu des qualités différentes. Donc j'ai l'impression moi, de plus initier les projets et structurer un peu l'écriture. Et ensuite au montage, quand on a monté par exemple Teddy, pour le coup, vu qu'on l'a monté nous-mêmes, c'était quand même 75 ou 80% du temps Ludovic qui est derrière l'ordinateur et qui monte les séquences du coup. Ouais. Donc on a un peu des qualités différentes qui permettent de se compléter, quoi. Et pour autant, on est quand même ensemble tout au long du processus, quoi. Donc on a des qualités différentes, mais on s'aide quand même à toutes les étapes. C'est-à-dire que même au montage, Zoran est là aussi, à l'écriture moi aussi, et du coup on a peut-être des qualités différentes à différents endroits, et en même temps on s'accompagne quand même sur toutes les étapes. Oui, on fait tout ensemble par contre. Ouais. Voilà. Et du coup, ça, est-ce que vous avez pu constater chez d'autres duos de réalisateurs comment ça fonctionnait? Est-ce que vous étiez un modèle ou est-ce que chacun a une manière différente de fonctionner? J'ai l'impression que chacun a un peu une manière différente de fonctionner, puis c'est dur de savoir vraiment, même si on a des potes qui font des films ou quoi, c'est pas évident de savoir vraiment comment les gens fonctionnent réellement dans l'écriture, etc. Donc c'est que c'est un peu mystérieux, mais... Comment vous gérez le travail avec les acteurs sur un tournage? Alors ça dépend alors que nous on a la particularité de tourner avec des acteurs pros et des acteurs non pros. Du coup c'est vrai qu'on a une méthode différente selon qu'on travaille avec des pros ou des non pros parce qu'on peut pas les gérer de la même manière. Avec les acteurs pros c'est assez basique, on parle un peu des personnages en amont pour les caractériser ensemble et savoir quel est leur caractère, pour donner une piste de jeu aux acteurs. Et ensuite ils apprennent leur texte. Alors on le répète un peu mais on essaye de pas trop répéter. Je sais que sur Teddy, on a fait plusieurs petites sessions de lecture et d'improvisation autour de séquences du film avec Anthony Bajon et Christine Gauthier à Paris en amont. On a fait ça dans des bureaux. On a fait plusieurs petites sessions qu'on filmait, nous, pour ensuite trouver des pistes et des idées de mise en scène qu'on a ensuite réappliquées dans le film. Sur l'année du requin, on a fait pareil. On a fait une lecture de toutes les séquences entre Marina et Cad, pareil dans les bureaux de prépa, pareil avec Jean-Pascal et Christine d'ailleurs. Mais ça reste une ou deux sessions, c'est pas un truc qu'on fait. Enfin, on répète pas énormément et après, c'est quand même surtout sur le plateau, quand on est dans les décors avec les acteurs, que ça se concrétise. Évidemment, du coup, on a eu des discussions en amont avec les acteurs pour leur dire en gros, en quelques mots, comment on imaginait les personnages. Et puis ensuite, eux apportent leur petite sauce aussi. Les acteurs non pros, c'est plus compliqué parce qu'ils fonctionnent tous différemment dans la mesure où c'est pas des professionnels, ils ont chacun... on doit développer un peu une approche différente pour chacun. Je sais que sur Willy Premier avec Daniel Vanet, donc, qui était un acteur non pro, on a bossé... Enfin lui, il a un truc, c'est qu'il est naturel tout de suite, donc on n'a pas grand-chose à... On n'a pas beaucoup d'entourloupe à faire pour qu'il soit naturel, donc... Par contre, il sait pas lire, donc il a pas le texte. Lui, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donnait des étapes à suivre, en gros, peut-être 8 grosses étapes d'improvisation. En gros, là, tu fais ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et il s'en rappelait, ou alors on l'aidait avec une petite oreillette pour lui dire là, fais ça, ou alors on lui glissait un mot à l'oreille, et lui, il rebondissait dessus, il était hyper naturel tout de suite. Après, ça marche pas pareil avec tous les acteurs. Je sais que sur Teddy, on a trouvé un type qui s'appelle Ludovic Torrent, donc il venait donc du sud-ouest. On l'a fait en casting sauvage, on a trouvé ce gars-là, on a eu un coup de cœur pour lui, et on a essayé de rebosser avec lui comme on avait bossé avec Daniel sur Willy Premier, puisqu'on sortait juste de Willy Premier, et on s'est rendu compte que lui, si on lui mettait une oreillette et qu'on lui glissait des mots à l'oreille, ça marchait absolument pas, et on s'est rendu compte que lui, il fallait tout simplement qu'il apprenne son texte, et des fois, quand Anthony Bajon qui jouait avec lui, s'il avait un trou, le réaiguille en lui glissant un mot ou quoi. C'est assez risqué quand même de travailler avec des acteurs non professionnels. Comment est-ce que ça s'est passé pour convaincre? Enfin, est-ce que déjà vous avez dû convaincre votre production de dire allez, on y va, pas de casting? Et juste, peut-être préciser, c'est quoi la différence entre des acteurs pros et des acteurs pas pros, en fait? Ouais. Ah oui, pour nous, acteurs non pros, c'est des acteurs qui ont simplement jamais joué à la comédie, ni au théâtre, ni au cinéma, voilà, qui sont pas du tout acteurs et qui ont des métiers qui n'ont rien à voir. Et qui vont passer des castings parce qu'ils répondent à nos appels à nous, de casting, mais qui sont pas acteurs, quoi, voilà, donc qui ont aucune expérience en fait du jeu. C'est assez unique d'ailleurs de demander à des acteurs non professionnels
de venir bosser sur des longs métrages comme ça qui sortent au Ouais. cinéma. Ouais, nous, Ouais. ça nous plaît bien, mais d'ailleurs, et du coup, ouais, par rapport aux productions, en fait, on n'a pas eu aux producteurs, on n'a pas eu à les convaincre en réalité parce qu'on a, en fait, on a commencé par là. C'est-à-dire que nos deux premiers courts-métrages, donc Perrault, La Fontaine mon cul et Jbina Tata, ont en fait avaient tous les deux le même comédien principal qui est donc Daniel Vanet. Donc, et qui avait d'ailleurs eu le prix d'interprétation à Clermont-Ferrand pour ces deux rôles-là, et sans être acteur du coup. Et vu que Willy Premier, en fait, bah, c'était lui le rôle principal, hein, forcément, bah, les gens l'avaient déjà vu dans les cours et l'avaient déjà aimé dans les cours, donc du coup, était tout à fait enclin à nous suivre là-dessus, quoi. Mais du coup, le prod était déjà du coup convaincu, et en même temps, on a pu financer un long métrage avec lui en premier rôle parce que c'était un petit budget aussi. C'est-à-dire qu'on a. Donc, Willy Premier, c'était vraiment un budget de gros court métrage. En gros, on avait les financements de la région Normandie et puis un peu de fonds de soutien de la boîte de prod. Alors, je sais pas comment ça se serait passé, mais je pense que ça aurait été plus dur peut-être si on avait voulu avoir plus de trucs, quoi. Si on avait voulu un budget plus classique, on aurait peut-être eu plus de mal à le monter sans avoir aucun acteur à faire valoir, quoi. Oui, C'est aussi le fait d'avoir voulu faire petit, parce qu'on a toujours été assez pressé avec Zoran. On a toujours préféré, et avec Hugo et Marielle à l'époque avec qui on travaillait, hein. Du coup, on préférait tourner avec pas d'argent que devoir attendre 1 an et demi ou 2 ans de plus pour tourner, quoi. Du coup, c'est aussi grâce à ça qu'on a pu faire ce film-là. Et vu qu'ensuite Willy Premier a eu un petit succès d'estime en allant à l'Acide, à Cannes notamment, on a pu continuer dans cette veine-là avec nos films d'après parce que les gens situaient un peu ce qu'on faisait, quoi. Est-ce que ça vient d'où cette envie de mettre sur le devant de la scène des acteurs non professionnels? Est-ce que c'est l'idée d'avoir du réel ou est-ce que c'est plus l'idée de donner la place du coup faire de la représentation pour des gens qui ne sont pas représentés peut-être au cinéma? Je crois que petit à petit, c'est devenu vraiment une revendication, l'idée d'essayer de montrer des gens qu'on n'avait jamais vus. Mais à la base, ça s'est fait un peu par hasard, en fait. C'est qu'on avait écrit ce court-métrage, donc Perrault, La Fontaine mon cul, hein, qui était un film qui traitait d'illettrisme. Et on se demandait, voilà, qui est-ce qu'on va pouvoir caster comme acteur, qui va pouvoir jouer quelqu'un qui sait pas lire, et que ce soit crédible, quoi. Et on voulait vraiment un ancrage aussi dans la ruralité, etc. Et on a commencé à réfléchir à ça avec Hugo Thomas, donc avec qui on a fait le film. Et en fait, on a regardé du coup des reportages sur l'illettrisme sur Internet, sur YouTube, je crois. Et on est tombé sur sur un sujet qui avait été fait en fait sur France 2, donc du coup, qui suivait en fait Daniel Vanet, donc apprenait à lire dans l'association Mots et Merveilles, qui est une association qui se trouve à Aulnoy-Emery dans le nord de la France. Et on l'a vu, on s'est dit, putain, il est incroyable. Et c'est vrai que dès qu'on le voyait en train d'essayer de lire, bah, c'était forcément nature. Enfin, on se dit, voilà, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va pouvoir reproduire ça ou est-ce qu'au contraire, on le contacte lui directement et on lui propose de venir? C'est ce qu'on a fait du coup. Donc, on a contacté l'association, ils nous ont mis en contact avec Daniel et on l'a fait venir sans savoir s'il serait capable de jouer parce que forcément, on avait. Et puis en plus, on n'avait aucune expérience des non-pros. Enfin, voilà, on savait pas du tout comment ça se passerait. Et il est arrivé sur le plateau, du coup, je crois 2 jours avant qu'on commence à tourner. Donc, c'était vraiment un pari hyper risqué. Mais en même temps, c'était un court-métrage autoproduit. Donc, du coup, bon, si on n'essaye pas des choses à ce moment-là, on n'essaie jamais rien. Et ça s'est bien passé, enfin, ça a été assez formidable. Et je crois que c'est grâce à lui aussi qu'on a un peu trouvé notre ADN de cinéma. En fait, on s'est dit, tiens, on a un mec devant la caméra, il retient pas ce qu'on lui dit, il fait un peu n'importe quoi et en même temps, il est hyper naturel. Et on s'est dit, ouais, il se passe quelque chose là qui s'était jamais passé dans nos courts-métrages précédents. Et c'est un peu grâce à Daniel en fait, qu'on a trouvé vraiment ce qu'on voulait faire. On s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est filmer des gens qui sont pas forcément acteurs et parce qu'ils te donnent quelque chose que tu pourrais pas inventer par ailleurs. Et je pense qu'il a été hyper précieux, Daniel, pour cette raison-là. Et je crois qu'après, on a eu envie de continuer parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la première fois qu'on mettait le doigt sur ce qu'on voulait faire comme cinéma, quoi. Ouais, c'est clair que ça donne une vraie identification à votre cinéma sur vos 3 films, même avec le star talent qui augmente et avoir des gros acteurs sur les derniers films. Il y a quand même ce côté non professionnel qui envahit le film. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'était cohérent parce que je crois qu'aussi après, nous, on a grandi dans un milieu populaire, etc., dans la campagne. Donc, enfin, tout s'est un peu aligné en disant, bah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est filmer les gens qui nous entouraient quand on a grandi. Et en même temps, ça crée un truc qu'on n'aurait pas pu prévoir, quoi. Et je crois qu'en tournage, on s'arrache les cheveux à peu près systématiquement quand même, parce qu'on se dit, mais pourquoi on fait ça? Parce qu'à chaque fois, on se retrouve à galérer, ou on a des scènes même, je me rappelle même dans l'année du requin, la séquence de réunion de crise, où il y a tout le village qui est réuni, qui gueule, etc. On se disait, mais c'est hallucinant comment ça joue faux, c'est une catastrophe, etc. On arrivait à dérouler toute la scène, mais on se disait quand même, c'est fou comment ça joue vraiment pas bien. Mais à chaque fois, c'est dur au tournage, mais au montage, on arrive toujours à trouver les bonnes prises et donc à arriver à avoir un jeu juste à l'arrivée. Et je crois que ça nous apporte tellement qu'à chaque fois qu'on a un montage, on se dit, bon, ça vaut bien la souffrance qu'on a au tournage parce que le rendu
est assez inégalable, ou en tout cas dans ce qu'on cherche nous, c'est un truc qu'on retrouverait jamais avec des acteurs pro, quoi, pour le coup. Mais on souffre des fois, c'est vrai que t'as écrit une scène de 4 pages avec un dialogue formidable et tout, tu dis action et tu dis les mecs qui disent 2 répliques, il se passe plus rien après. On va vraiment galérer. Tu dis, mais à chaque fois c'est pareil, c'est un. Oui, puis des fois tu répètes le texte avant de tourner, l'acteur il est super, action, tétanisé et impossible de dire 2 mots et on se dit putain c'est. Mais au final, des fois la séquence se retrouve à être silencieuse et en fait, c'est beaucoup mieux, évidemment. Donc voilà, c'est la surprise à chaque fois. Et en plus, c'est fort parce que franchement, il faut le faire pour être naturel et pas acteur pro. Vous avez de la chance d'être tombé sur Daniel qui est naturel devant la caméra, parce que j'ai essayé de le faire aussi pour d'autres acteurs, c'est très compliqué. Oui, non, c'est dur. Après, ça prend beaucoup de temps aussi. C'est vrai que c'est un temps de casser un vrai travail de casting, c'est que 90% des gens vont pas arriver à être naturels. D'ailleurs, nous les premiers, tu nous mets une caméra dessus, moi je suis pas naturel du tout. C'est un truc qui est très difficile quand t'es pas comédien. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens qui. C'est un peu la direction qu'on donne en casting. C'est des gens qui vont vraiment ignorer la caméra et ne pas la voir. Et t'en trouves toujours, et c'est ceux-là qu'on prend, quoi. Mais souvent, c'est des centaines de personnes vues par le dire de cast, et ensuite, c'est vrai que sur les 100 qu'on voit, il y en a plein avec qui ça marche pas, et ça se voit tout de suite, quoi. Et il y en a aussi, à contrario, où on les voit 15 secondes, et on se regarde, on se dit, ok, ça c'est incroyable, hein, telle personne. Et pas que des non-pro d'ailleurs, parce que je me rappelle que sur Teddy, du coup, il y a le personnage qui joue l'adjudant de gendarmerie qui s'appelle Jean-Michel Ricard, et qui lui faisait du théâtre dans un club de théâtre amateur dans le bled où il habite, je crois que c'est assez rare. Et nous, au début, on n'était pas très pour, on se disait, ouais, acteur, théâtre et tout, on n'avait pas trop envie de voir ces gens-là. Et on l'a vu quand même en casting, et alors lui, en une prise, mais il est tellement fort, il jouait tellement bien qu'on s'est dit, bon, bah lui, c'est bon, on le prend direct, il est trop fort, quoi. Et donc voilà, donc on n'est pas non plus radicaux, et on n'est pas borné sur l'idée d'avoir que des non-pros, c'est qu'en même temps, s'il y a des gens qui sont bons, qui sont comédiens, c'est aussi très intéressant. Est-ce que vous êtes tout le temps à l'initiative de vos projets ? Alors le prochain film qu'on tourne, c'est une adaptation. Donc là, c'est la première fois que c'est pas nous qui initions un projet. On est venu nous chercher pour nous proposer d'adapter un bouquin, en l'occurrence, qu'on tourne cet été si tout va bien. Et là, c'était la première fois qu'on n'était pas à l'initiative du projet, ouais. Et quelle différence ça apporte, du coup ? Déjà, à la base, t'as déjà une histoire qui est là, qui est solide. Les personnages et l'univers d'un autre, dans notre auteur. Et je crois qu'il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, mais qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, on se lasse beaucoup moins des idées. Parce que le scénario qu'on a écrit nous-mêmes, finalement, il est quand même... même si c'est notre scénario, parce qu'une adaptation, c'est quand même écrire un scénario, donc c'est quand même notre film, pleinement. Mais en même temps, les personnages, la trajectoire, ce que ça raconte, etc., profondément, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et du coup, je trouve qu'on s'en lasse beaucoup moins, parce que forcément, je trouve qu'on est toujours beaucoup plus facilement impressionné par le mode de fonctionnement intellectuel des autres que par soi-même. Donc, quand on lit les histoires des autres, on voit pas tous les rouages de construction, etc. Quand on lit, nous, nos propres histoires, on se dit, bon, je vois toutes les faiblesses, on voit pourquoi on fait ça comme ça, parce qu'on fonctionne comme ça. Là, quand vu que ça vient de quelqu'un d'autre, on a peut-être un rapport qui est un peu différent au scénario, qu'on trouve mieux. Je trouve qu'il est super, ce scénario, parce qu'en même temps, il nous appartient pas totalement. Oui, et puis ça lève les doutes qu'on peut avoir sur son propre scénario, parce que quand il y a un truc qu'on n'aime plus sur un scénario qu'on a écrit nous, tout d'un coup, le champ des possibles, il est immense. En fait, on peut se dire, on pourrait tout réécrire et changer tout. Là, il y a une base qui est solide, et du coup, ça nous impose des règles qui sont aussi... c'est assez confortable, au final, de s'appuyer sur un texte qui est déjà bien construit, etc. Ouais. Quoi. Oui, parce que du coup, là, la nuance sur votre projet, c'est que c'est une commande, entre guillemets, mais on vous a quand même commandé de réécrire le scénario à partir du bouquin. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas de toutes les commandes, où généralement, on peut arriver avec un scénario et dire on cherche un réalisateur pour adapter ce scénario-là. Oui, ça peut exister tout à fait. Ouais. Non, là, c'est vraiment, on a un roman et on cherche quelqu'un pour écrire le scénario à partir du roman. Du coup, après, je pense que tu peux écrire plein de scénarios différents à partir du même roman. Donc, c'est là que notre sensibilité à nous intervient. C'est qu'en fait, ça devient quand même pleinement notre film. Parce que le scénario, c'est quand même le résultat de tous les choix que nous, on a fait par rapport au livre et qu'une autre personne aurait fait sûrement différemment. Donc, donc, vous l'auriez fait s'il y avait déjà un scénario ? Je crois pas forcément. Nous, on a bien je sais pas, je suis pas sûr. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, là, l'autre question qui se pose, c'est comment ensuite, quand on va faire du scénario un film, comment amener notre univers et comment garder notre patte, comment s'approprier le travail d'un autre pour qu'ensuite le film soit le nôtre quand même à nous. Comment l'inscrire dans notre filmographie à nous et que ce soit cohérent avec ce qu'on a fait avant quand même. Et du coup, là, vous travaillez, enfin, vous avez eu contact avec l'auteur du bouquin original ? Ouais, bien sûr. À la base, d'ailleurs, on a décidé que ce serait nous qui partirions sur l'adaptation après avoir rencontré l'auteur. C'est-à-dire que les producteurs sont venus nous voir en disant est-ce que vous voulez le faire ? Nous, on a dit d'accord, mais il fallait quand même qu'on rencontre l'auteur, qu'on parle avec lui de ce que nous, on envisageait de faire de son livre. De ce que lui aussi voyait comme... ce que lui imagine aussi un petit peu, mais je crois qu'après, c'est vraiment bien entendu, ouais.
Il Puis- vous laisse assez libre. Oui, sur le choix. Justement, il veut pas lire de version intermédiaire. Je pense qu'il va lire la VDF qu'on a maintenant, mais jusqu'à maintenant, pendant toute l'écriture, on était libre de l'appeler si on avait des questions ou des doutes ou quoi. Mais il était plutôt en mode faites votre truc et. Ouais, lui, arrête pas de nous marteler, c'est votre film, vraiment, Ouais, c'est ouais. pas mon livre. Enfin, lui, son livre, il a déjà écrit, là, c'est votre film, vous faites ce que vous voulez. Enfin, c'est... Ça, c'est cool aussi, hein, parce Ouais. que justement, pas tous les auteurs Ouais. laissent ça, donc c'est Ouais, vraiment non, il cool. est très chouette, il y a un truc après de confiance, je pense qu'on s'est vraiment retrouvés sur plein de points, du coup, c'était assez pertinent je pense que ce soit nous qui fassions le truc, quoi. Peut-être la différence avec le fait de faire un film qui est entièrement original et entièrement à soi, c'est qu'il y a aussi il y a déjà un public qui existe. Il y a un public du livre en fait, qu'on n'a pas envie de décevoir, et il y a un truc on a envie aussi d'arriver à trouver ce public-là avec le film. Et, c'est une responsabilité quoi en fait d'avoir. C'est important de se challenger comme ça en tant que réalisateur, de prendre des projets qui sont vraiment variés, autant sur les sujets que sur la façon dont les projets sont arrivés à nous. Ouais, et puis aussi, il faut pas s'enfermer, c'est que là, on a fait 2 films de genre, donc de monstres dans le sud-ouest. On a fait Teddy, donc film de loup-garou, et L'année du requin, film de requin. Je pense qu'on n'avait pas envie de repartir sur encore la même chose, c'est-à-dire se dire on va faire un film de genre dans le sud-ouest. Tu peux vite, je crois, devenir après une parodie de toi-même, donc faut faire attention à ça. Donc là, l'adaptation, c'est un peu tombé à point nommé, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui n'était pas très éloigné de ce qu'on a fait avant, c'est que ça ressemble un peu à Willy Premier dans l'idée du film social, donc roman un peu social, donc on n'est pas très loin de ce qu'on a déjà fait. En même temps, on n'est pas encore dans un film de monstre, on n'est pas dans le sud-ouest. Ça permet aussi voilà, de se diversifier un peu et de pas s'enfermer dans un truc, parce que autant on adore le cinéma de genre, autant on n'a pas envie de faire que ça et d'être enfermé là-dedans, quoi. Autour de vous, vous sentez une différence, donc il y a votre expérience à vous et des expériences que vous avez pu noter, une différence entre les réalisateurs qui, eux, font que des commandes, donc qui sont pas à l'initiative des scénarios, des projets, et justement ceux qui écrivent tout le temps. Il y a tellement de gens différents, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent faire que des commandes et être viscéralement attachés à leur projet quand même, donc je pense que c'est un peu, ouais, je pense que ça dépend vraiment des gens, je sais pas. Et puis il y a des différences entre les auteurs. Il y a Ouais, pas de, c'est assez dur d'établir un profil type des réals. Je pense on a tous des fonctionnements différents, des façons d'écrire différentes et des rapports au métier même différents. Je pense qu'il y a même des auteurs réels. Enfin, 2 auteurs réels peuvent être très différents l'un de l'autre, et Oui. il n'y a pas forcément de différence entre ceux qui font des commandes ou ceux qui écrivent. Je suis pas sûr que. Je pense que ça reste quand même le même métier quand on est sur un plateau, quoi qu'il arrive. Oui, entre Spielberg qui écrit pas ses films et Cameron qui les écrit par exemple, ils font le même métier quand même, enfin, c'est 2 grands Oui. cinéastes. Et, Et puis je pense pas que pour Spielberg, ses films soient moins Oui. les siens parce qu'il les fait écrire par quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a un truc de. Je pense que sur le plateau, quand on exerce le métier de réalisateur, qu'on ait écrit le scénario ou qu'on soit là pour le mettre en image seulement, on a quand même la même mission au final. Chez vous, on a quand même l'impression qu'il y a une vraie intention de partager son monde, son univers, ce que vous disiez. Mais du coup, est-ce que tous les réalisateurs peuvent être considérés comme artistes? Est-ce que forcément, à partir du moment où on est à la direction du film, on est l'artiste et on est celui qui partage son monde? il y a Je une pense- dimension artistique, oui, Je pense quand même, parce que la mise en image d'une œuvre, elle est quand même. Enfin, on est quand même responsable de la mise en image d'un scénario. Parce qu'un scénario, c'est pas l'œuvre finale d'ailleurs. Je pense que oui, le réel, c'est un artiste, parce que sinon, dans ces cas-là, on pourrait dire que le scénario est une œuvre finale qui se suffit à elle-même. Or, le scénario, c'est un outil qui sert à fabriquer un film. Et à partir du moment où c'est le réalisateur qui est à la tête du film, on peut, ça, c'est indéniablement un artiste. Après, c'est sûr que le cinéma a la particularité d'être un art qui est la somme des talents artistiques de plusieurs personnes aussi. Donc, quand on est réel, on chapeaute tout ça, et à l'arrivée, c'est notre vision à nous qui est dans le film, mais en même temps, notre vision à nous, elle est rendue possible par la somme des sensibilités des gens qui nous entourent aussi. Donc, du chef-op, des gens qui font les costumes, les décors, etc. Donc, ça reste un travail d'équipe, même si, disons que pour arriver à concrétiser notre vision artistique, on a besoin aussi des talents des autres, quoi. Justement, c'est ce qu'on se disait. Vous travaillez du coup avec énormément de gens tout au long du processus d'un film. Et avec qui, en tant que réal, vous êtes en contact le plus? Ça dépend à quel moment de la production. Si c'est quand on écrit, c'est avec le producteur. Quand on monte, c'est avec le monteur ou la monteuse. Premier assistant et script, c'est peut-être les postes les plus importants. Et chef-op, c'est peut-être les plus importants sur le plateau. Quand t'as le nez dans le guidon sur le plateau, c'est dur des fois de te rappeler du truc global que tu fais. Et je pense que le fait d'avoir aussi le dialogue avec la script qui permet de
de garder le fil. On avait une question aussi du coup sur la rémunération, ce qui est plutôt tabou en France. Comment est-ce que le réalisateur est rémunéré? Est-ce que c'est de l'intermittence? Est-ce que c'est du droit? Voilà, est-ce que c'est encore autre chose? C'est plusieurs choses à la fois. Ouais. En fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, tu vas vendre entre guillemets un scénario à ton producteur. Et là, tu es rémunéré c'est des droits d'auteur, mais c'est ce qu'on appelle un minimum garanti en fait. Donc, c'est une somme d'argent. On va te dire au minimum, tu vas gagner cette somme-là pour le scénario. Ça, c'est un salaire qui va être souvent payable c'est pas vraiment un salaire, donc c'est ce qu'on a, donc c'est des droits d'auteur et c'est payable en Donc ça, c'est pour le scénariste? Pour le scénario, ouais, c'est pour le scénariste, ouais. Et à chaque version rendue, t'es payé de. C'est une espèce d'échéancier en fait, du coup. À Si chaque, on est réal sans être scénariste, on n'a pas. Ah bah non, ça c'est l'étape scénario. Et après, une fois que ton scénario est mis en prod, là tu vas être payé. Souvent, tu vas être payé en échéancier pendant l'écriture, jusqu'à la version définitive du scénario. Et à partir de la mise en prod, tu vas être payé le reste donc de ce minimum garanti de scénario. Et ensuite, quand tu tournes. Et quand tu es réalisateur, tu as deux en fait, types de rémunération. Donc tu as d'abord un salaire de artiste, enfin de auteur-réalisateur, et ensuite de réalisateur-technicien. Donc du coup, le auteur-réalisateur, c'est encore des droits d'auteur. Et c'est un pad de réal qui est rémunéré. Voilà. Et le réal-technicien, c'est en fait concrètement, tu es payé comme n'importe quelle autre personne sur le tournage, sur le plateau, pour toute la durée du tournage, avec un tarif semaine en fait. Pour le travail que tu fournis sur le plateau en fait. C'est ça. Et après, tu vas être payé, donc souvent ça s'étale un peu jusqu'au montage. Et une fois que le film après est sorti, etc., tu vas aussi avoir des droits d'auteur, donc en fonction des diffusions télé du film notamment. Donc là, c'est des droits d'auteur, ça intervient l'année suivante, donc l'année de la diffusion à la télé. C'est la SACD ou la SACEM qui reverse. Donc en gros, globalement, t'as à la fois de l'intermittence, parce que du coup, ton salaire de réalisateur technicien, il va générer souvent des heures d'intermittence. Ce qui fait qu'une fois que tu as fini de tourner, en général, tu as ton statut d'intermittence, du coup, et après, du coup, les mois qui suivent le tournage, tu es rémunéré en intermittence et en droit d'auteur, si y en a, des fois, ça peut être en même temps. Ouais, t'as plein de types de revenus, donc c'est des droits d'auteur, du salaire technicien et après de l'intermittence, quoi. Et je pense qu'il y a un certain niveau de notoriété où les réals ne demandent plus leur intermittence. J'imagine, même s'ils ont le droit, techniquement, tu vas faire tes 507 heures, mais selon la rémunération que tu as, tu vas plus demander l'intermittence si tu as assez pour vivre avec tes salaires de réalisateur, quoi. Est-ce que le réalisateur est automatiquement celui qui est le plus payé sur un film? Ça peut être les acteurs aussi, oui. Ça dépend des réals et des acteurs, mais je pense que souvent, les acteurs peuvent être plus rémunérés. Ouais, ou alors égalité. Ou alors égalité selon la nous, ta les deux, parce notoriété. que voilà, c'est quand t'es deux, on va plus vite, mais tu divises aussi le salaire en deux, plus ou moins. Je pense que si tu es seul, tu as un peu le même salaire que les acteurs, quoi. Je pense, un truc comme ça, quoi. Mais souvent, ça peut être les acteurs, ça dépend. Oui, mais du coup, l'acteur réparti sur un mois, le réal sur 2 ans. Oui, c'est ça. C'est que des fois, un acteur qui vient 3 semaines peut gagner autant que toi en 2 ans et demi de travail. Ouais, ça, c'est possible. Bah écoutez, on va passer. On a un petit jeu. C'est tout simplement des tu préfères. Alors, est-ce que vous préférez les Dents de la Mer ou Piranha? Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, ouais. Ok. John Williams ou Hans Zimmer? John Williams. France ou États-Unis? C'est difficile. C'est dur, parce que c'est pas pour les mêmes raisons. Mais France, quand même. Ouais, France, quand même. DC ou Marvel? Alors là, on n'est pas du tout mais comics, mais je vais franchement. Je vais me faire défoncer, mais j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre parce que je suis vraiment pas. Ah ouais, ça comics. m'étonne. Ouais. Okay. Pas du tout comics, ouais. Ouais. La Tour Montparnasse infernale ou Asbestas? Ouf, c'est bien. Il y en a un qui est un film culte de notre enfance, qui est La Tour Montparnasse infernale, et puis Asbestas, qui est un meilleur film de cinéma, objectivement, mais. C'est dur de répondre à ça. Moi, j'ai envie de dire La Tour Montparnasse. Oui, la question. Parce que je le connais mieux. C'était aussi pour savoir pour quelle raison vous êtes allé chercher Marina. Mais Marina, elle a tourné Asbestas après l'année du requin, figurez-vous. Donc c'était pour La Tour Montparnasse. Oui, non, mais est-ce que vous êtes allé chercher Marina plus pour son truc d'auteur ou est-ce que c'est plus pour sa comédie? Les deux, en vrai, parce qu'on savait qu'elle avait ces deux trucs-là, justement. Elle a à la fois une jambe comique et une jambe auteur, drame, etc. qu'on aimait bien. Mais nous, enfants, on l'adorait dans La Tour Montparnasse et on l'adorait dans Re, dans tous ces films-là. Enfin, on a grandi avec elle aussi comme une actrice comique, hein, avec Robin des Bois, etc. Quand on était au collège, c'était Marie-Joëlle, quoi, pour tout le monde. Ouais. Très bien. Sortir ou rester chez soi? Rester chez soi. Casanier. Comment tu veux écrire pour écrire des films sinon? Et pourtant, vous sortez pour écrire. Ouais, mais on sort au café, ça va. C'est une sortie. C'est déjà c'est une sortie. C'est quelque chose. Non, c'est quand tu écris, t'es obligé de sortir, sinon il faut avoir l'impression d'avoir un boulot, sinon ça chaud. Alors, justement, écrire ou monter? Écrire. Oui, écrire. Ah oui, ok. Ouais, quand t'écris, tout est possible, t'as encore tout est possible. Mais monter, c'est le deuxième truc préféré, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu pareil. Enfin, l'écriture, t'as l'illusion que tout est encore possible, que tu vas faire un chef-d'œuvre, et à chaque fois, tu dis bon. Mais le montage, tu réécris avec ce que t'as. Donc, c'est aussi un truc où t'es libéré de.
la matière c'est celle-ci et maintenant on écrit avec ça. Ouais. C'est aussi bien. Est-ce que vous préférez tourner, faire le tournage, ou faire la promo, les festivals, etc. Festival, la promo. Festival. Les tournages c'est dur franchement. Moi j'aime bien mais c'est peut-être le moment le plus stressant en vrai de tout Déjà, le j'aime bien procédé. dormir, moi. On aime bien dormir de base. Et le tournage, tu dors pas. Non, mais c'est le premier truc. Ça te paraît complètement con, mais c'est vrai qu'en fait, le fait de dormir Ouais. genre 4 ou 5 heures par nuit pendant 8 semaines, mais ça te tue, quoi. Ça te C'est- claque. Ça me fait plaisir d'entendre ça aussi parce que souvent les gens ils sont un peu choqués quand on entend que putain réal et en fait t'aimes pas forcément le tournage, tu préfères les autres étapes. Et ouais, les gens ils pensent que réal t'es obligé d'être en adoration totale du Non, tournage. parce que le tournage, c'est Non, aussi ouais. le moment où tu fais le deuil de tellement de choses. C'est qu'en fait, cette scène devait se passer avec un super ciel bleu. J'imagine ça depuis 2 ans, ça va être super. Et là, il pleut, bah, du coup, faut quand même la faire. Ou c'est le moment où tout ce que tu avais imaginé se détruit un peu devant tes yeux, quand même. Hein. Et puis vu que le film est déjà dans ta tête un peu, c'est chiant de devoir le faire, le concrétiser. Après, il y a aussi un truc où plus on parle avec des réals, plus on se rassure en se rendant compte quand même que la plupart des réals sont très 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 stressés et tendus en tournage et que c'est normal, que c'est pas un truc où tu peux pas juste kiffer pendant cette semaine Non, et tu être. kiffes pas. Ah, ça fait plaisir de vous Ouais, ouais. entendre dire ça parce que vraiment de la part de réalisateurs professionnels, effectivement, c'est plus rassurant quoi. Je me dis ça va en fait, c'est pas que forcément quand t'es en autoproduction ou quoi. Ouais. Non, c'est tout le temps. Toujours galère, ouais. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est le cas pour beaucoup. Le Loup-garou de Londres ou Teen Wolf? Le Loup-garou de Londres, Le quand Garou même. de Londres, quand même. Ouais. Même si Teen Wolf fait quand même. Enfin, le Teen Wolf avec Michael J. Fox, c'est des années 80. Hein, Oui, ouais, c'est c'est- pas la série. Mais quand même, le Loup-garou de Londres, c'est vrai. Ouais, culte. quand même. John Landis, Rien à voir, Xbox ou PlayStation. PlayStation. C'est bon, ils sont dans ma team. Mathis, au revoir. Pas une console qui a pas The Last of Us, qu'est-ce que tu veux faire avec ça mais- Voilà. Ou le remake de Demon's Souls. Bref. Et bah alors, Mario Kart ou God of War? Donc, toi, vas-y, Alors moi je dirais plutôt Mario Kart parce que God of War c'est pas un jeu que j'adore, moi je suis vraiment... enfin j'aime bien mais je suis pas fan de God of War. Pour de vrai. Ouais, Mario De toute façon, Kart j'y ai aussi. pas joué, T'as pas la sur Play, Xbox, donc, On est sur Nintendo ça va au moins ça avec Mario. ok. Les gros blockbusters ou tout petit film d'auteur. Alors les deux ont des avantages et des inconvénients. Le petit film d'auteur peut être chiant, objectivement ça peut être mauvais. Et donc ça peut mais bon, après on a grandi avec le cinéma hollywoodien quand même de base. Je veux dire, Ça dépend Hollywood, si tu dis gros blockbuster en mode. Parce qu'il y a des bons blockbusters, mais. Bah, derrière toi, il y a une affiche de Retour vers le futur. Bah, là, si c'est Retour vers le futur, j'ai envie de dire Retour vers le futur quand même. Et derrière toi, il y a aussi Captain America Civil War. En fait, Ça, non, ouais, pour moi. je trouve que ce que deviennent les blockbusters, j'aime moins que ce qu'étaient les blockbusters il y a 30 ans. Ouais. C'est peut-être mon côté réac. mais- Autant qu'Hollywood a un peu changé maintenant, ils font quasiment que des Marvel et c'est vrai c'est quasiment plus vraiment du cinéma, c'est un peu une attraction, ouais, c'est un truc bon, moi j'ai du mal avec ça mais C'est un peu les films du milieu, je trouve idéal, qui arrivent à être à la fois gros et en même temps avoir des petites histoires un peu jolies quand même, sans être dans la surenchère d'action ou quoi. on va dire quoi vu qu'on n'a pas vraiment répondu. Ouais, on n'a pas trop répondu au final, mais. Non, mais Moi, j'ai ça envie de peut dire quand être- même petit film parce que. Ouais, quand même. Ouais. Les blockbusters n'ont pas besoin Ok. d'avoir ton approbation. Écrire sur papier ou écrire sur ordi? Ordi, Sur ordi, ouais. ça va plus vite quand même. Et puis même tu peux corriger, c'est quand même plus facile. Donc t'es pas si réac que ça en fait. Ah, tu vois. Spielberg ou Cameron? Spielberg. Même si on aime bien Cameron aussi. hein. Titanic c'est tellement culte et Avatar aussi mais Avatar 2, ça dit quoi? écoute, ça dit que c'est pas mal, je trouve ça vraiment c'est très impressionnant tactiquement, c'est ouf. Je me dis mais comment est-ce qu'ils peuvent réaliser ça? Enfin ça paraît dingue. Non, c'est quand même une petite claque, ouais, c'est sympa. C'est toujours, moi j'aime bien James Cameron, c'est qu'il y a toujours un côté très simpliste dans ses scénarios, un peu Ouais. trop, mais en même temps c'est pour ça qu'on l'aime. Donc bon, non, j'ai quand même beaucoup aimé, ouais. Mais Spielberg quand même. Mais oui, Spielberg, Moi, je je trouve qu'il a fait de grands films. Enfin, c'est culte. La liste est plus longue peut-être aussi. Bah, il se trouve que 2 jours avant qu'on enregistre, il a gagné encore Ouais. des Golden Globes et des trucs pour ses derniers films. Le mec a une carrière qui s'étend sur beaucoup trop de décennies. Spielberg, Ouais. il incarne le cinéma, son nom, quand on demande Ouais, un ouais. réalisateur, n'importe qui, tout le monde pense à Spielberg. Et, Ouais, c'est ouf. puis il y a un truc qui est vachement bien avec Spielberg, c'est que c'est un cinéaste de l'enfance un peu. Il y a un truc qui nous renvoie vraiment à l'enfance et c'est assez beau avec les E.T., enfin, tous ces films des années 80, etc. Faire une école ou être autodidacte? Parce qu'on peut être autodidacte. moi. Ouais, je pense aussi autodidacte. Ouais. Ok. Bon, bah très bien. Bah, du coup, ça nous permet de passer à la deuxième partie qui est la partie formation. Alors, encore une fois, on est allé chercher sur Internet pour savoir comment est-ce qu'on devient réalisateur. Et donc, Internet nous a répondu il faut avoir à la fois une bonne culture générale et des compétences techniques confirmées, plusieurs diplômes, 2 niveaux bac plus 2 à bac plus 5 concours à l'acquisition de cette double compétence, BTS métier de l'audio,
J'articule, bordel. BTS, métier de l'audiovisuel, option image, licence et master de cinéma audiovisuel, école privée, ESSEC, ESRA, EQUER, CLCF, en France, INSAS en Belgique, etc. Écart. J'ai dit quoi? T'as dit équerre. Mais c'est Oui, bon, Équerre. voilà, non mais donc voilà, il y a plein d'écoles privées et ensuite des écoles publiques plus sélectives comme la Fémis, Louis Lumière, la Cinéfabrique, etc. Donc notre question, c'est est-ce qu'il faut faire des écoles? Est-ce qu'il y a une solution magique, une voie royale pour devenir réalisateur? Moi, je crois que c'est surtout qu'il faut faire des films, en fait. Il faut vraiment écrire et faire des choses. L'école, c'est très bien, surtout, mais je pense que plutôt pour le scénario, je pense qu'apprendre, je pense que l'écriture, vraiment, il faut apprendre à écrire, ça c'est certain. Et en France, mine de rien, le scénario, c'est la porte d'entrée vers les producteurs. C'est en fait comme ça qu'on entre en contact avec le monde du cinéma, c'est toujours par l'écriture en réalité, quand même. On peut faire des courts-métrages aussi autoproduits, c'est très bien au début. Enfin, en tout cas, il faut quand même faire des films, montrer un peu l'univers qu'on peut avoir. Est-ce que ça s'apprend? Je sais pas. Enfin, alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui s'apprennent. Moi, j'ai fait une école de cinéma, j'ai fait l'école de la Cité, donc qui a été créée par Luc Besson, c'était en 2012. Moi, j'ai fait donc la toute première promo de 2012 à 2014. Et j'ai choisi justement la section scénario précisément parce que je pensais que l'écriture, c'était vraiment le truc le plus important. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Faire des écoles, après, ça peut être très bien, on apprend plein de choses, on apprend comment se passe un tournage, etc. Mais c'est quand même des métiers qu'on apprend sur le tas, moi j'ai l'impression beaucoup, hein, qu'on apprend en faisant, quoi. Ludovic, par exemple, n'a pas fait d'école, il a fait une fac d'anglais, donc rien à voir avec le cinéma. Oui, je trouve que ton texte, il peut être un peu décourageant pour quelqu'un qui tomberait dessus, se dirait merde, en fait, il faut faire tout ça pour être réalisateur. Non, mais... En vrai, il faut juste le faire, il faut vraiment y passer du temps et se consacrer à ça, se consacrer à l'écriture, enfin, commencer par tourner des mauvais courts-métrages, parce qu'en général, les premiers qu'on tourne sont tout le temps mauvais, et persévérer et continuer à faire. Après, c'est vrai que c'est un métier qu'on apprend vraiment en le faisant. Nous, quand on est arrivé sur le premier jour de tournage de notre premier long-métrage, on était totalement novices. On avait fait des courts-métrages, mais on se disait merde, ils nous ont confié un tournage alors qu'on ne sait pas réaliser un film. Objectivement, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et c'est en le faisant qu'on apprend des choses et qu'on finit par maîtriser les différentes techniques parce qu'on est au contact de ces techniques tous les jours. Et puis plus on fait de tournage, plus on apprend de choses et on apprend encore des choses même à l'heure actuelle. Et voilà. Je pense C'est que hyper rassurant ça. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que en fait, on en parle de plus en plus avec des gens et les invités qui viennent, tout le monde est d'accord avec ça, c'est qu'il faut juste faire et les écoles, c'est pas non plus. Parce que à la limite, ça peut être sympa pour le réseau, c'est-à-dire que nous, Ah à oui. l'école de la Cité, on a rencontré Hugo Thomas et Marielle Gauthier, du coup, avec qui on partageait une sensibilité, du coup, avec qui on a commencé à écrire des films. Mais sinon, voilà, ça permet aussi, après, ça permet aussi peut-être d'avoir une espèce de cadre spatio-temporel où pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans, tu te concentres là-dessus et forcément, ça permet de devenir meilleur. Mais Oui, puis même les écoles comme la FEMI, je pense que le bénéfice de ça, c'est que tu te crées un peu ton réseau et tu te crées même tes équipes, vu qu'ils forment tous les postes possibles et imaginables. Souvent, les gens se connaissent et du coup, quand ils cherchent un chef-op, un prod, etc., ils ont déjà des gens dans leur promo qui connaissent. Donc ça, c'est bien pour le réseau, mais après, je pense que pour vraiment savoir faire concrètement le métier, il faut juste s'y frotter et je pense que il n'y a vraiment pas besoin de faire de formation. Enfin, en tout cas, c'est pas obligatoire. il n'y a pas de règle, vraiment, ouais. chacun a des parcours. Encore une fois, c'est des métiers qui ont en fait des parcours où tout le monde a des parcours différents. Donc il y a plein de gens qui vont avoir fait le parcours Fémis et qui vont être des réalisateurs et des cinéastes confirmés, et puis d'autres qui n'auront pas fait d'école et qui le sauront aussi. Donc je pense que c'est vraiment des métiers où en fait il n'y a pas de règle. Donc c'est un peu l'avantage, c'est qu'en fait je pense que d'avoir envie de le faire et après la façon d'y arriver, il y en a tellement plein, il y a tellement de façons différentes en réalité que. C'est un peu le temps qu'on y consacre au final qui est déterminant, quoi. Oui, bien sûr. C'est des métiers qui sont suffisamment artistiques pour que le seul truc qui compte soit l'expression et la manière qu'on a de raconter l'histoire. Mais c'est intéressant quand même ce que vous disiez sur... et on en parlait dans le dernier podcast sur le métier de compositeur, l'importance d'avoir des écoles qui sont transversales dans la formation et qui du coup permettent, quand tu veux faire de la réal ou quand tu veux être compositeur, d'aller chercher des gens qui sont chef-op, qui sont machin, et donc te créer un réseau varié rapidement. Mais oui, effectivement, réalisateur, c'est probablement le métier du coup moins technique peut-être que les autres, et qui ne peut s'apprendre qu'en autodidacte. Il y a vraiment une idée de force intérieure qu'on veut partager au monde. Oui, c'est que tu veux être chef opérateur ou ingénieur du son ou monteur ou mixeur, enfin tous les métiers techniques en fait pour le coup ils impliquent absolument besoin d'une formation parce que c'est des métiers très complexes et qui impliquent vraiment des connaissances techniques. Le métier de réalisateur, c'est paradoxal, c'est quand on est réal sur un tournage, à la fois on est à la tête du tournage et à la fois on est la personne qui avant tournait le moins, souvent. Parce que tous nos techniciens font 5 films par an
Et nous, on fait un film tous les 2 ans et encore, on tourne beaucoup. Donc Ça, c'est hyper stressant d'ailleurs. Parce qu'on se dit, putain, Oui. on est en retard, tout le monde fait beaucoup plus que nous. Ah bah qu'est-ce ouais, qui- c'est qu'en termes d'expérience du plateau, déjà, tous les techniciens sont bien en avance sur nous, hein, parce qu'en fait, Ouais, ils tournent tout le temps. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, parce qu'on est entouré de gens qui ont de l'expérience aussi. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, parce qu'on est entouré de gens qui, eux, ont fait des écoles, pour le coup, qui ont des compétences techniques, et du coup, forcément, on apprend beaucoup en les regardant faire, en fait, et en parlant avec eux, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment... Ouais, c'est un métier qui s'apprend par le contact, en fait, par le plateau, par plein de choses. Hein. Pour revenir sur votre duo, pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous sépariez au moment des études alors que vous avez quand même toujours tout fait ensemble? Ouais, on s'est pas vraiment séparés, parce qu'en fait, à la base, on s'est tous les deux inscrits en fac d'anglais à Paris, déjà, donc on n'a pas fait la même fac, mais on D'accord. était vraiment dans le même cursus de LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère, donc anglaise, en fait, donc on faisait la même chose. Moi, j'ai un pote d'école qui m'a dit, ah, bah, il y a Besson qui a ouvert une école, je sais que tu as envie de faire du cinéma, regarde. Du coup, moi, j'ai regardé, je me suis inscrit, mais vraiment très naïvement, en me disant, je vais m'inscrire là-dessus, mais je vais pas être pris, c'est un concours, etc. Et de fil en aiguille, finalement, bah, j'ai passé les différentes étapes du concours et j'ai été pris. Mais c'était un truc à la base, bon, je m'inscris, mais c'était pas du tout. Il n'y avait aucune garantie, quoi, que ce soit. Que ça se Oui, fasse, parce que je l'ai pas fait parce qu'on écrivait déjà, en fait, on écrivait déjà ensemble, on réalisait déjà des petites vidéos, etc. Du coup, je sentais pas le besoin de faire une école spécialement, vu qu'on faisait déjà ça, en fait, tous les soirs après la fac, on habitait ensemble dans un studio et on écrivait. Et du coup, on avait déjà ce truc-là et on travaillait déjà avec l'idée qu'un jour on arriverait à être réel, peut-être. Et du coup, j'ai pas passé le concours. Ouais, Ça t'a servi au final quand même ta licence parce que c'est de la littérature, peut-être que ça t'a donné une Ouais, culture. Un peu, ouais, j'imagine. J'aime toujours la littérature américaine et anglaise. Mais, pour l'anglais, ça sert toujours. Peut-être qu'un jour, qui sait, fera-t-on des films en anglais. Ok. Est-ce que vous avez eu des mentors qui vous ont donné envie de faire ce métier-là, ou même qui vous ont aidé, si vous avez pu les connaître On a toujours eu envie, depuis l'adolescence, de faire ça sans être spécialement cinéphile de façon assez paradoxale. On aimait bien le cinéma, on aimait bien les films, on n'était pas des geeks du cinéma du tout. Hein. Je sais que moi, il y a une masterclass quand j'étais au lycée d'un auteur, qui est un romancier pour le coup, qui s'appelle Ahmed Diche, et qui venait pour le coup qui avait fait le même lycée que moi dans le sud-ouest, et qui lui était devenu après, qui est devenu romancier, qui est romancier aujourd'hui, qui a publié, je crois, 8 livres, qui est quand même un romancier établi. Et je me rappelle j'ai été parler avec lui après la masterclass, et régulièrement, quand je suis arrivé à Paris, j'allais le voir, il m'appelait pour me dire est-ce que tu continues à écrire, et il me donnait des conseils comme d'écriture, etc. Je sais que ça a été hyper précieux pour moi d'avoir cet exemple de gars qui avait réussi à faire ça, à faire de l'écriture son métier, qui en même temps, il m'appelait des fois pour me dire j'espère que t'écris et tout, donc pour me motiver, tout ça. Donc ouais, je pense que ça a été assez cool. Ouais. Et puis on faisait du théâtre aussi au lycée. On avait notamment un metteur en scène qui s'appelait Dominique Interner, qui était, avec qui du coup on faisait des cours de pratique de théâtre. On était en option lourde de théâtre, du coup on avait 4 heures de pratique de théâtre toutes les semaines. On avait ce prof-là qui était un très beau metteur en scène aussi, qui nous a quelque part aussi apporté sans doute un goût pour la mise en scène, même si à l'époque on se disait pas qu'on en ferait un métier, je pense spécialement. Quand est-ce que vous l'avez compris ça? En fait, c'est un truc qu'on faisait on était vraiment passionné par ça au lycée, même moi fin collège et tout le lycée, j'ai fait du montage et des vidéos, etc. Mais de là à se dire qu'on pouvait en faire un métier, il y avait quand même un monde, quoi. Je pense que c'est peut-être en arrivant à Paris qu'on s'est dit que peut-être c'était possible. Mais après, nous, on a grandi dans un milieu vraiment modeste, pour le coup, à la campagne, ça nous paraît tellement loin, le cinéma, qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des gens qui viennent du monde normal qui font des films. Du coup, ça paraissait pas une option crédible. C'était quoi le déclic, du coup? En fait, moi, quand j'étais au lycée, en première, j'ai commencé à écrire un film, en fait. Du coup, et j'ai écrit un long métrage en entier, en fait, du coup, quand j'avais 16 ans. Et je l'ai quand même envoyé à des boîtes de prod, etc. Je me suis dit, j'ai fait des mails à des boîtes de prod pour. Pas si naïf que ça, quand même. Non, oui, j'avais vraiment envie de faire ça. C'est qu'au bout d'un moment, c'était un truc, je pense, c'est absurde, mais c'est qu'au lycée, c'était un peu un truc de posture, de se dire, on est en lycée théâtre, etc. De se dire, moi, plus tard, je serai réalisateur, tu vois, c'est un peu con, mais c'était une façon, c'est une posture, quoi. D'adolescent, en se disant, bon, on le dit, mais est-ce que c'est réellement crédible? Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Probablement pas, mais en tout cas, on voulait quand même. Les gens de ton âge, ils te prenaient au sérieux quand tu disais ça? Je me rappelle que j'ai une anecdote avec j'avais mon meilleur pote de lycée qui s'appelle Pablo, qui lui il croyait à fond, qui me disait bah, il va réussir à faire des films et tout, il était à fond. Hein. Et il avait dit à sa mère il y a Zoran qui écrit un long métrage et il l'a envoyé à la Gaumont, parce que je l'avais envoyé à Gaumont à l'époque. Hein. Et sa mère, ça la faisait rire, elle disait oui, c'est un beau projet. Je me rappelle que mon pote, ça le rendait fou parce qu'il pensait que c'était possible. Il disait mais tu te fous de sa gueule, mais ça va marcher. Donc j'avais des potes qui y croyaient quand même un petit peu, ouais. Non, on l'avait dit, en tout cas, c'est un beau projet. Ouais. Ce qui veut dire. Les gars, tu vas dire, c'est mort. T'as 17 ans, t'habites à la Lot-et-Garonne. Ouais, et après aussi, on a les profs, pour de vrai, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des profs super au lycée, pour le coup. Je pense à François Hainaut, Sylvie Juder, Alix de Bourville, André Simon. Nos profs de lycée, en fait, et pour le coup, à la fin du lycée, moi, j'étais délégué de classe, du coup, j'étais au conseil de classe. Hein.
Et je leur disais à mes profs, j'hésite entre 2 parcours possibles. Soit je vais à la fac et je fais de l'anglais et j'ai envie de devenir prof de fac ou prof de lycée, je verrai. Ou alors j'ai aussi ce rêve de faire du cinéma. Et ils m'ont tous dit vraiment, fais du cinéma. Donc ils m'ont tous dit ça. Parole de Et- prof. Hein. Parole de prof. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, c'est marrant si mes profs m'ont dit, mais vraiment, fais ça, faut le faire. Ouais, bon, c'était, ça nous avait vraiment encouragé à se dire, bon, en fait, si tout le monde nous dit de le faire, bon, tentons le coup, quoi. Et du coup, est-ce que vous aviez, et est-ce que vous avez toujours, je crois que vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, une stratégie parce que nous, en plus, c'est des questions qu'on se pose beaucoup en ce moment avec Mathis. Est-ce que c'est intelligent de faire tel projet avant tel autre? Voilà, est-ce que vous aviez une stratégie quand vous avez commencé? Vous devenez clairement nos mentors en fait. C'est juste pour ça qu'on fait ce podcast. Au début, on était mauvais d'ailleurs, parce qu'au début, les Ouais. premiers films qu'on a écrits, c'était que des films en anglais. Donc, moi, mon premier long métrage que j'ai écrit au lycée, c'était un road movie en Afrique du Sud en anglais, on va savoir pourquoi. C'était donc en anglais, donc c'était absolument irréalisable. C'est un film qui se tourne à l'autre bout du monde, etc. Et je défendais ce projet bec et ongle, je voulais faire celui-là. Ensuite, on l'a un peu laissé de côté. Enfin, à la base, on devait le faire, on a failli le faire avec Besson d'ailleurs, mais finalement, on l'a pas fait. On l'a un peu laissé de côté. Waouh, l'anecdote de fou. Parce que moi, je suis arrivé à l'école le premier jour, j'avais déjà mon scénario qui était écrit et j'étais voir Besson, je lui ai dit, j'ai mon scénario, qu'est-ce que j'en fais, comment je le fais produire? Il m'a dit, tu files, en gros, file-le à EuropaCorp. Du coup, vu que les locaux de l'école étaient dans EuropaCorp. Oui. Du coup, je l'ai filé à EuropaCorp et puis ils m'ont fait filer un rendez-vous et tout. Et on a eu un Dominique- contrat d'écriture. Avec quand Dominique même, Farrugia, à ouais. l'époque, était producteur là-bas. Hein. Et du coup, on a commencé à écrire, mais eux, ils voulaient changer le film en film EuropaCorp, donc en comédie, en France. En fait, ils voulaient qu'on réécrive tout, que ce soit un autre film. Du coup, finalement, ça s'est pas fait. Et du coup, on a écrit un deuxième long métrage avec Ludovic, qui était un long métrage qui se passait aux États-Unis, en anglais, etc. Donc, encore une fois, pas du tout réaliste. Donc, la stratégie était vraiment mauvaise au début. Et c'est quand on a commencé justement à écrire des films un peu après nos courts-métrages, comme Willy Ier, petit film, en Normandie, dans la ruralité française, avec des acteurs non pro, que là, c'est devenu un peu plus réaliste en fait de pouvoir produire nos films et qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des films pas trop chers, on aurait la chance et la possibilité de les faire plus vite. Et voilà. Oui, que des prods nous suivraient plus facilement en tant que novices sur des petits projets que sur des trucs trop ambitieux peut-être. Puis après, il y a aussi le truc où en France, il y a assez classiquement, les gens commencent souvent par faire des courts-métrages et par aller à Clermont avec ou à d'autres festivals. Et ensuite, les producteurs viennent dans ces festivals-là pour repérer des jeunes réals. Et souvent, c'est comme ça que ça commence, quoi. On rencontre des prods en festival de cours. Et ensuite, ils nous suivent sur un premier long. Et c'est vrai que souvent, c'est plus facile si c'est un long qui se passe en France, ou en tout cas qui a un budget raisonnable et qui est pas un truc énorme. En tout cas, c'est peut-être plus facile de commencer comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-exemple, mais je pense qu'en général, oui, se focaliser sur un projet plutôt réalisable à petit budget, c'est une façon de s'assurer d'être suivi par un prod. Quoi. En tout cas, il y a toujours eu cette ambition d'aller vite. Oui, ou alors la rapidité, c'était aussi un autre truc, c'est qu'alors là, c'était un peu pragmatique parce que simplement, nous, on est sorti de l'école moi, je suis sorti en 2014. Et en gros, on avait, mais vraiment, maintenant, il fallait être réalisateur, du coup. Donc on était boursier, on habitait dans une résidence Voilà. Crous, donc il y avait un truc. On n'avait pas une thune, nos parents, en plus, ils n'ont pas d'argent, quoi. Donc c'était un peu, il fallait se démerder. On s'est dit, en fait, si on n'écrit pas un long métrage rapidement et qu'on ne tourne pas un long métrage rapidement, on va se retrouver à devoir avoir un boulot alimentaire. Qui dit boulot alimentaire dit planning imposé, qui dit planning imposé dit que tu n'as plus le temps d'écrire, et qui dit que du coup après tu finis par jamais être réalisateur parce que finalement tu as trop d'autres trucs, tu es pris dans le quotidien et tu... Du coup, vous avez jamais eu de boulot alimentaire? Quand on était étudiant... Vite fait étudiant, j'ai bossé chez McDo moi au début. Okay. Mais après moi j'ai eu la chance, genre, avec mon pote Hugo, avec qui on a fait Willy Ier, on faisait des films de mariage, hein. Du coup ça nous permettait ça de bosser, de bosser, je sais pas, genre des 5 mariages dans l'été et puis tu avais assez d'argent pour quelques mois après, donc voilà, c'était un truc... Mais sinon, non, après, on s'est concentré vraiment sur ça, quoi. Du coup, on a écrit vite pour cette raison-là, c'est-à-dire que au mois de décembre, nous, on est sorti de l'école, du coup, en septembre. Au mois de décembre, on avait déjà écrit Willy Ier, en fait. C'est un truc qu'on a écrit en 7 jours, donc c'était un peu un défi qu'on s'est lancé. Et du coup, ça s'est financé assez vite après, donc on est parti là-dessus. Hein. Mais ouais, je pense qu'être rapide, c'était aussi pour nous la garantie de réussir à faire ce métier-là et à s'imposer comme réalisateur. Hein. Donc, il fallait Ouais, on avait un autre truc avec Hugo et Marielle, c'est aussi de pas faire produire nos courts-métrages. C'est-à-dire qu'on allait les tourner nous-mêmes avec nos propres moyens, parce qu'on préférait... pas attendre de trouver un producteur et ensuite souvent d'attendre un an et demi de réussir à financer le court-métrage. On se disait pour les retombées que ça va avoir, si les retombées c'est d'aller juste à Clermont et de faire quelques festivals, autant pas attendre et y aller maintenant. Et du coup on a toujours préféré revoir un peu les ambitions un peu à la baisse ou d'écrire des courts-métrages qu'on pouvait vraiment réaliser entre nous avec des petits moyens et en se disant que on essaierait de les faire le mieux possible ces courts-métrages-là et que avec un peu de chance, ce serait nos cartes de visite. C'est nos stratégies parce que du coup, maintenant j'ai plein d'exemples de potes qui font des courts-métrages produits
maintenant, on est quasiment 10 ans après l'école. Et parce que ça a mis du temps pour eux de faire financer leur court-métrage. Ça a mis 10 ans, t'imagines 10 ans pour arriver à avoir un court-métrage qui va à Clermont, par exemple, ou quoi. Ce qui est plutôt en vérité un parcours classique. Classique, bien sûr, mais Ouais. c'est tellement long. Moi, je veux dire, Ouais, attendre c'est 10 long, ans, mais enfin, Mm. pour finalement avoir le même résultat qui est j'ai un cours qui va à Clermont. C'est super, ce qui est vraiment très bien. C'est souvent le début des carrières, donc ça, c'est vraiment génial. Mais nous, on n'aurait pas pu attendre aussi longtemps. Je pense qu'on serait devenu fou, quoi. Donc c'était, nous, on voulait vraiment que ça se passe maintenant, quoi. Donc c'était autoproduction directe. Trop bien, on a le même mindset. Non, c'est Donc, important, il faut autoproduire. c'est vraiment cool. Ça rassure d'avoir des gens comme vous dans notre entourage parce que effectivement avec Mathis, des fois on est un peu pris pour des fous quoi. Non, non, mais faut pas aller trop vite, tout ça. Si, Mais ça va, t'as 20 ans. Ouais, voilà, Justement, c'est Mais maintenant, nous, on nous disait pareil, c'est que les gens nous disaient pareil. Nous, tu vois, à l'époque, on a commencé, on a signé Willy Premier, on avait 22 ans. Oui. Et tout le monde dit, mais vous êtes pressé, vous êtes hyper jeune, machin. Ils disent, mais oui, mais moi, j'ai pas envie d'attendre 40 ans pour faire des films, j'ai envie de faire des films maintenant. Exactement ce qui nous arrive en ce moment, c'est Ah que ouais. cette On sait, phrase de ça va, t'as 20 ans. Elle nous rend fou quoi, elle Ouais. nous rend fou. Mais alors, j'ai 20 ans justement, c'est maintenant que je veux faire ça. Y a pas. Et puis je pense que pour arriver, mine de rien, pour arriver à être établi réellement, nous on voit maintenant commencer à être des réalisateurs établis, mais ça a pris 10 ans en fait en réalité, parce qu'on a fait, évidemment qu'on a fait des films, on a fait Willy Premier, on a fait Teddy, etc. Mais pour arriver vraiment à avoir une situation stable, en disant bon, je suis réalisateur et a priori ça ne devrait pas s'arrêter, maintenant c'est un peu lancé, ça met quand même 10 ans, donc enfin ça prend du temps en fait, donc c'est... si tu commences pas tôt, bah après c'est... Voilà. Si tu commences à 30 ans, t'es Ça stable à décale, 40, c'est ça, voilà, 45, exactement, ouais. tout est égal quoi. Ça Ah décale oui, tout bah oui, après. beaucoup de gens font leur premier long à 35 ans et faut bouffer entre temps, je me dis putain, enfin, je sais pas. Ouais, ça met du temps. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez commencé à parler, enfin, pardon, à répondre à cette question. Mm. Mais quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que vous étiez réalisateur affirmé? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ah, ok, là, on vient de signer un truc, ou là, je sais pas, on a rencontré telle personne, c'est bon, on est réalisateur. Chaque nouvelle étape, en fait, enfin, chaque petit pas est toujours vécu comme une énorme avancée. Je sais qu'à l'époque, on a fait un court-métrage qui était à Clermont, du coup, c'est youhou, t'as l'impression que ça y est, ça y est, que t'es Spielberg quasiment. Et à chaque étape, en fait, du coup, après, on a signé un premier long-métrage incroyable. Après, petit à petit, bon, bah, après, tu te rends compte qu'en fait, t'as fait un long-métrage, mais en fait, que t'es encore giga pauvre et que tu galères de ouf. dans Ouais, la et puis vie. en même temps, t'as le truc où à chaque étape c'est ouf, et en même temps, à chaque étape, tu te sens encore très Fragile, ouais. jeune et fragile et pas encore affirmé, même si t'as fait plusieurs films. Je sais qu'il y a quand même ce truc où des fois T'as la peur que ça s'arrête. tout ouais, le temps, quoi. même au début de tournage, de n'importe quel tournage, tu te sens tout petit, même si t'as fait plein d'autres films avant. Je crois qu'il n'y a pas de. Voilà, Après, maintenant, je crois que que, le premier déclic qu'on a eu, c'est quand même quand on a signé le contrat pour Willy Premier, ça je me rappelle. avec Pierre-Louis. Avec Pierre-Louis, on était avec Hugo et Marielle, je pense. Ouais. Et je me rappelle qu'on a marché des bureaux de Pierre-Louis jusqu'à chez toi à pied, je pense. Ouais. Et je crois qu'il neigeait, et on s'est regardé, on s'est dit, putain, c'est absolument dingue ce qui vient de se passer, on vient de signer un contrat pour un long métrage. Et là, on était en mode limite à avoir les larmes aux yeux et à se dire, c'est ouf ce qui se passe. Ouais, Et c'était peut-être le premier truc où on s'est dit, là c'est incroyable. Et c'est le premier film qu'on a fait, et qui est allé jusqu'au bout. Ouais. Je me rappelle de ce moment-là où on s'est dit, putain, on vient de signer un contrat pour un long métrage. Et du coup, est-ce que ça a été une problématique aussi niveau ego? Je me pose la question de avoir fait un film aussi jeune, avoir fait 2-3 films d'affilée. Vous avez 30 ans, vous êtes en train de faire votre 4e, qui est un énorme film. Comment est-ce qu'on deal voilà, au niveau de l'ego? Je crois qu'en fait, en fait, quand on fait des films, je pense que justement, c'est un truc qui t'enlève tout ton ego, en fait. Parce que tu te rends compte que c'est tellement dur. Et du coup, t'es aussi beaucoup plus indulgent avec le travail des autres. Parce que tu te dis, c'est tellement dur de faire un film, de le réussir. Quand tu vois, il y a tellement de films qui sont des grands films, etc. Et mais comment ils font? Parce que c'est tellement difficile. Oui, et puis je Je trouve pense que le poids du tournage, dès que tu commences un nouveau tournage, t'as pas du tout envie d'avoir de l'ego. Au contraire, ça te remet même à ta place. Tout d'un coup, tu te sens modeste et tu vois la montagne que ça va être le tournage. Il y a un truc au contraire de. Comme vous dites, à chaque début de tournage, vous sentiez assez petit face à toute cette équipe et à ce Totalement, ouais. ce film. Donc, ouais, ça remet en place. Ah oui, je me doute. complètement. Ouais. Et puis j'imagine que moi, c'est ce que je suis un peu en train de vivre en ce moment. Et du coup, vous avez dû le vivre particulièrement entre Willy Premier et Teddy. La phase de creux qu'il y a entre les projets. Où putain, on se dit, mais en fait, ok, super, on a fait un premier projet, mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on réenchaîne? Ça a été dur, Ouais. l'enchaînement, justement, ça a été assez long, ce que tu disais tout à l'heure, entre Willy Premier et Teddy. Déjà, l'idée de se dire, est-ce qu'on refait un film à 4? Est-ce qu'on fait un film à 2? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, cette phase-là, nous, on n'avait pas du tout anticipé. On n'avait rien écrit de plus que Willy Premier à l'époque. Donc ça a été, bon, maintenant, Willy Premier est sorti, etc. Il faut qu'on se mette à écrire, et qu'est-ce qu'on va faire comme projet? Du coup, il y avait quand même un énorme point d'interrogation.
Donc ça a été long en fait à se mettre en route. On a écrit, je crois, 3 longs métrages. Donc on a écrit Ouais. d'abord un film qui s'appelait Les Ambassadeurs, qui était un film d'extraterrestres dans le Sud-Ouest. Et tout le scénario, c'est bon, pas ouf le film. Finalement, on l'a pas fait. On s'est dit bon, faut faire autre chose. Donc ça s'est devenu un film de requin là après. Donc l'année du requin. Finalement, pas ouf pendant l'écriture, on l'a mis de côté. Puis Teddy. Donc voilà, le temps de se caler sur le bon projet, de trouver ce qu'il fallait faire. Avant le genre, il y avait même, on a même écrit un truc dans la même veine que Willy Premier, parce qu'on se disait aussi, est-ce que du coup, si ça marche, est-ce qu'il faut qu'on continue là-dedans? Tout à fait. En même temps, on a vu que quand on écrit un film, c'est aussi souvent en réaction au précédent, on se dit en même temps, on a envie de changer, de faire un truc un peu différent. Et du coup, on est un peu cul entre deux chaises. Hein. Est-ce qu'il faut être là où les gens nous attendent? Est-ce qu'en même temps, il faut changer? Et on a mis longtemps avant de trouver qu'en fait, il fallait être quelque part entre les deux et d'avoir en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même trouvé Teddy qui mélangeait un peu l'univers de Willy Premier avec en même temps un truc qui était nouveau dans notre univers, qui était le genre. Ouais. Mais ça, on a mis quand même assez longtemps avant de se décider à faire ce projet-là. Et je sais qu'il y a un truc, autant le premier film, il y a un truc de geste et c'est très insouciant, autant le deuxième, il y a un truc de... On se demande quand même où est-ce qu'on est attendu. Et... Ouais, donc ça a été assez long à trouver. Ouais. C'est une période compliquée parce que tu sors d'un film, t'as un peu l'euphorie, tu vas à Cannes, tu vas à Deauville, tu voyages aux États-Unis, enfin c'est fou quoi. Puis les mois passent après, puis du coup t'as plus rien, puis d'un coup tu vas demander le RSA parce que t'as plus d'argent. Enfin c'était vraiment, c'est une période à la con. C'est exactement ce que je voulais vous poser au niveau de thunes, en fait, comment vous avez vous dire. Oui, les premiers, c'est un budget, ça coûtait 350 000 € le film. On était 4 réalisateurs. Jeunes réals, on a été payés 10 000 € chacun en tout, sur toute la période. Ça veut dire pendant 1 an et demi de travail. Enfin, tu vois, donc c'est même pas le SMIC. Rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, on a eu l'intermittence. Donc là, on avait un minimum du minimum. Donc t'es vraiment au SMIC par mois pendant une année qui va suivre Willy Premier. Et une fois que l'intermittence s'est arrêtée, bah là, t'es à pile à zéro, t'as plus rien. Puis t'as pas d'économie, du coup, t'as rien du tout parce que t'as pas eu assez d'argent pour avoir des économies. Et vous n'avez pas réussi à faire. Et puis vous aviez pas 25 ans pour toucher le RSA. Non, mais après voilà, du coup dès qu'on a eu 25 ans, c'était RSA. On a fait un peu, on a bossé un peu pour Groland, on a réalisé des épisodes de Groland. Du coup, tu t'en sers un peu comme ça. Bon, les épisodes vivotent quoi. C'est galère pour de vrai. Tu vis encore comme un étudiant pendant des années pour de vrai. Ouais, clairement. Après, il y a eu Teddy, là, ça a été un peu mieux, mais ouais, c'est vrai que globalement, au début, c'est un retour aux sources dans ce 13 mètres carrés de Matisse. Non, mais au début, il faut s'accrocher parce que. S'il vous plaît, respectez, il y a 2 mètres en plus. Il faut s'accrocher au début, c'est vrai qu'il y a. Même si t'as fait un film, même si tu passes à la télé, tu fais le tapis rouge, etc., mais t'es quand même dans la galère. Ouais. Donc c'est pas. Ouais, c'est au début, il faut s'accrocher, quoi, c'est pas évident. Mais... Et qu'est-ce que vous avantageriez entre passer les échelons dans une équipe de tournage, donc être régisseur, puis troisième assistant réal, puis deuxième, puis premier, puis pour être réal à la fin, ou être focus que réal? Mais il y a peut-être des gens pour qui ça marche. Pour le coup, moi j'ai l'impression, en tout cas, nous on a un cerveau qui est tellement pas celui des premiers assistants ou quoi que ça me paraît c'est un métier tellement différent. Par exemple, premier assistant, c'est un truc faut quand même être ultra pragmatique, avoir un sens de l'organisation au cordeau, être être capable de rassembler une équipe entière en hurlant dessus, etc. J'en sais rien. En tout cas, faut avoir un caractère qui est vraiment tellement pas le nôtre que ça me paraît. Mais il n'y a pas d'évolution logique vu que c'est pas les mêmes métiers, j'ai l'impression. Il y a aussi un peu un truc d'ego où nous, pour le coup, là, on n'a jamais eu envie de faire d'autres métiers sur les films. C'était vraiment réel ou rien. En même temps, on savait pas ce que c'était. Je pense qu'on savait pas trop comment se passait un tournage aussi. Je l'ai fait quand j'étais à l'école. J'ai fait du making of pour de vrai. J'ai réalisé le making of d'un film, etc. Mais même quoi, j'avais pas envie de faire ça. Enfin, je me voyais le réel. J'avais envie d'être à sa place. J'ai pas envie de faire ce métier-là. Puis même avant de tourner, on savait pas exactement ce que faisait le troisième, le second et le premier. Donc. Mais je crois qu'on peut monter après, je pense qu'il n'y a pas de règle, il y a des gens qui le font et qui ont une expérience énorme du plateau et qui vont devenir réalisateurs après. Moi, j'ai un peu l'impression que pour nous, le métier de cinéaste, d'être vraiment auteur, réalisateur, etc., c'était vraiment un truc sans... Il n'y a pas de concession possible, quoi. C'est ça ou rien, quoi. C'est un peu la PNL, quoi. C'est le monde ou rien, comme on dit. Hein. Les bonnes références. On va passer au deuxième jeu. Ouais. On a un deuxième jeu. Et c'est là, en l'occurrence, vous qui allez vous poser des questions à vous deux. Oula. Donc on a des questions, 6 chacun. Ok. Et vous répondez comme vous voulez. Et c'est Ludovic qui commence. Si tout s'arrête demain, tu fais quoi dans ta vie? Ouais, c'est la galère, je me jette du pont d'Alma. C'est si radical. Pas d'autres passions, pas d'autres trucs. Non, si pour de vrai, les jeux vidéo, ouais. Je pense que je vais me noyer dans Elden Ring et puis je joue à la play pendant... Alors Ludovic, est-ce que tu pourrais réaliser tout seul? Ça dépend quoi. Si c'est un truc, un petit truc de commande sans doute, un long métrage, je suis pas forcément sûr, je sais pas. C'est une bonne question, ça veut dire. Je suis pas sûr. Alors tu peux peut-être techniquement... Enfin, sûrement tu pourrais peut-être, mais en fait t'as pas trop envie de l'envisager parce qu'il y a tellement... Le tournage c'est tellement un truc, c'est tellement intense que le fait d'être deux c'est un avantage énorme. Alors après plein de gens le font seuls. J'imagine que si j'avais pas le choix je le ferais.
mais ce serait beaucoup moins confortable. Ta ville préf du sud-ouest? Ma ville préf du sud-ouest. Bon, je veux dire Andernos-les-Bains parce qu'il y a mon papa qui habite là-bas. Ouais, bonne réponse. Ton film préf, notre filmographie. Teddy. Ouais, Teddy, clairement. Je pense que c'est... Dans les films qu'on a fait tous les deux, c'est peut-être dans le mélange genre et sud-ouest, c'est celui qui est quand même le plus réussi, je trouve. Vous êtes d'accord sur cette question à vous deux, non? Ouais. Teddy, c'est bien On passé. avait déjà parlé. Ouais, totalement. Le dernier film que t'as vu? C'était Avatar 2, justement. Vous allez souvent au ciné? Pas autant qu'on voudrait. On essaye d'y aller quand même plusieurs fois par mois, ouais, mais ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on va beaucoup y aller, d'autres beaucoup moins. Donc Ouais, surtout pendant les périodes de tournage ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais, Avatar 2, c'est le dernier que j'ai vu. Ouais. Et c'est un peu ça, quand tu y vas une fois, tu veux te retrouver y aller 3-4 fois dans la semaine, Ouais. et puis il y a des périodes où tu y vas beaucoup moins. Il faut encourager les gens à aller en salle, parce que dès que tu vas en salle une fois, t'as envie d'y retourner le Mais oui. lendemain ou le jour d'après. Enfin, moi, c'est toujours comme ça. Là, j'y étais hier. Je pense que je vais y aller 3 fois cette semaine, quoi. Mais, Ok. D'ailleurs, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en salle, allez-y au moins une fois, et en général, ça relance un truc. Je suis content que vous le disiez, parce que je le dis souvent à chaque fin de podcast, allez au cinéma. ouais, le cinéma. très Totalement. important. Oui. Faire des films aux États-Unis. Ah oui, bah oui, carrément, bien sûr. Je crois que c'est un rêve d'enfant. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé en écrivant des films en anglais. Je crois qu'on a toujours une part de nous qui a envie de tourner aux États-Unis. Après, il y a toujours la question de est-ce qu'on est légitime, parce qu'il y a un truc, quand on fait un film, souvent on l'ancre dans un endroit qu'on connaît, et puis en général, il y a un monde entre l'idée qu'on se fait des États-Unis, est-ce que ce sont vraiment les États-Unis. Mais si on avait la bonne histoire à raconter, ouais, carrément. Ouais. Next step. Ah ouais, de ouf. Zoran, l'acteur avec qui t'as préféré travailler? Ah bah, Anthony Bajon. Un acteur professionnel, je dirais Anthony Bajon, qui est un acteur absolument génial, qui est un gros bosseur, qui est en même temps hyper gentil. C'est un plaisir de ouf de bosser avec lui. Rôle principal de Teddy, du coup. Ouais, non, c'est un super acteur. Il est très très doué et en même temps, il est vraiment formidable. Enfin, il est génial. Il est Ça sympa. se voit. Et en même temps, on a rarement eu des mauvaises expériences avec les acteurs avec qui on a bossé, c'est vrai. L'argent fait-il le bonheur? Non. Non, ça fait pas le bonheur. Je pense qu'après, ça peut aider à... c'est un problème en moins, peut-être. Ça peut y contribuer si on n'a pas le... parce que ça peut enlever le... Enfin, quand t'as pas de thune, c'est que pour l'avoir vécu pendant des années, c'est un truc qui... C'est une espèce de poids permanent, quand même, qui occupe beaucoup d'espace mental. Je pense que en avoir un peu plus, ça peut enlever ce problème-là. Après, ça fait pas le bonheur parce que d'autres problèmes surgissent aussi. Donc, Après, on peut avoir grandi dans un milieu populaire, quand même, le manque d'argent, c'est vraiment la galère pour de vrai. Ouais. Enfin, c'est vraiment c'est dur, enfin, c'est pas drôle. Donc, je pense que l'argent, c'est une espèce de prérequis, quoi, quand même, enfin, pas au bonheur forcément, mais en tout cas, ça enlève un poids, ça c'est sûr. mais on peut être malheureux avec de l'argent quand même. Oui, hein, y a bien pas sûr. de- Mais dans votre cas, ce qui fait le bonheur, en l'occurrence, c'est de pouvoir être réalisateur à plein temps, ce qui du coup. C'est surtout de Oui, savoir qu'on peut, déjà qu'on ferait un truc, même on serait pas payé pour le faire, on le ferait quand même. Enfin, c'est un truc qu'on a, ce qui est inhérent à ce qu'on aime, donc on a la chance de pouvoir vivre d'un truc qu'on ferait même si on n'était pas payé pour. Ce qui est Oui. quand même une chance. D'ailleurs, dans nos débuts, quand on a commencé, pour de vrai, donc ensuite on a demandé le RSA, on n'avait pas du tout d'argent, mais on préférait quand même la situation d'être dans une situation difficile financièrement, Oui, bien sûr. mais en ayant fait un film, en sachant qu'on allait en faire un autre, que de se dire, bon, bah, je vais prendre un boulot normal, et voilà, parce que c'est trop galère. Donc finalement, voilà, le fait de ne pas avoir d'argent était largement compensé par le fait de savoir que, bon, bah, on va faire un deuxième film, c'est lancé, etc. Donc voilà, il y avait quand même Je pense que ouais, on préférait le statut de réalisateur en étant pauvre, clairement. Oui, clairement. Puis après, on a aussi quand même plein d'exemples autour de nous de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont très heureux Ouais. d'ailleurs. Donc, Oui. est-ce que tu es en train de vivre la meilleure interview de ta vie? Bah oui, de ouf, bien sûr. Yes. De loin. Est-ce que tu pourrais être acteur dans un film? Oui. Alors, le truc, c'est que je pense que je serais peut-être pas bon, mais que ce serait peut-être galère à mettre en scène parce que j'aurais du mal à être tout le temps juste. Pour autant, je pense que j'aime bien jouer la comédie. Quand on le faisait, on l'a fait toute notre enfance, on était inscrit au club théâtre de la ville et on faisait des représentations toutes les 3 fois par an. Et au lycée, on était en option théâtre lourde et on faisait du théâtre. On avait plusieurs représentations aussi par an. J'ai toujours bien aimé ça. Après, je suis pas sûr que ce soit bénéfique au film, mais par contre, j'aimerais bien le faire. Ah, alors que tout à l'heure, tu disais que t'étais grave pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. devant Non, le mais j'aime bien. J'aime Moi, j'ai fait 10 ans de théâtre et tout, j'adorais ça, mais je pense que je suis pas bon acteur et c'est vrai que c'est pas bénéfique pour le film, je pense. Mais ouais, en tout cas, si, je pense que ça doit être super de jouer dans un film. Bah, vous faites partie des acteurs pas pros, du coup. Exactement. On a fait de la avec une figuration, oreillette, là, vous les allez gars. nous voir dans le film d'Anaïs Tellen, qui est une amie à nous. On a Ah, une excellent. séquence, mais on joue pas vraiment. Attention, on n'est pas coupé au montage. On est plus coupé au montage parce qu'on doit faire de la post-synchro en février. Ah oui, c'est vrai. Rappelle-toi. Hâte de voir ça. Ludovic, est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue? Ouais, ça m'est arrivé 2 fois et les 2 fois ça m'a surpris autant l'une que l'autre, je crois. Alors une fois ça m'est arrivé quand je suis allé au cinéma voir, je sais plus quel film d'ailleurs, on m'a reconnu au cinéma. Bon après c'était quelqu'un qui travaillait dans un cinéma donc c'était un peu plus
Logique, ouais. Plus logique, mais dans la rue, ça nous est arrivé une fois à Gare de Lyon, je me rappelle, on s'est fait. Il y a un type qui a hurlé notre nom en disant qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Oh waouh. Et ça m'a surpris parce que je sais qui connaît nos têtes. On va être vraiment très très geek de cinéma. Mais ouais, voilà, donc c'était ces 2 seules fois, voilà. Et une fois aussi à Agen, ça nous est arrivé quand Ah oui, non, c'est on vrai, était t'as à raison, Agen, ouais, on t'as raison. présentait notre film le soir, et il y a une meuf qui nous a dans la rue, pareil, vous êtes les frères Boukama et tout. Et en plus, elle savait même pas qu'on présente. Bah oui, on se dit, bon, bah elle doit savoir qu'on présente le film ce soir et tout, mais elle était même pas au courant, elle est même pas venue d'ailleurs. Du coup, mais c'était, ouais, voilà, ça arrive des Ouais. fois, mais c'est rare quand même. hein. Ça arrive très rarement quand même. Enfin, sinon, on peut prendre me des surprend. transports sans trop se faire emmerder en général. Ouais. Pour l'instant. Non, mais c'est bien quand t'es réel, je me dis, t'es quand même toujours peinard. Je me dis, moi, Ouais, je croise toujours Azanavicius ou Desplechin à République. Je vois pas des gens qui leur sautent dessus, quoi. Ils sont Oui. plutôt peinardos, quoi. Alors qu'ils sont, voilà. Alors qu'ils sont quand même Au niveau où ils ouais, sont, ils sont quoi. à un niveau de reconnaissance qui est bien supérieur au nôtre. quoi. Alors, Zoran, avec quel acteur t'aimerais travailler à l'avenir? Avec quel acteur? Il y en a plein que j'aime bien. Euh, Peut-être avec Michael Shannon, avec un acteur américain que j'aime beaucoup, qui joue dans les films de Jeff Nichols, notamment dans Take Shelter. Ouais. J'aime beaucoup. Incroyable. Ouais, de ouf. Et j'ai entendu que Jonathan Cohen voudrait travailler avec vous aussi. Ah oui, C'est cool. Il est très cool, Jonathan Ah, Cohen. il est On Marseille, aime- il arrête pas de nous faire chier. Non, Ah. non, il est adorable. Pour de vrai, on s'est rencontrés il y a quelques temps. Là, ouais, on l'aime beaucoup. Mais on pense à lui pour un rôle là, bientôt. hein. Ok. Ouais. Un mec qu'on aime beaucoup. ouais. On aime beaucoup ce qu'il fait aussi, lui, d'ailleurs. Il est très très drôle. Ouais, très bon. Ouais. Ah oui, Il il est est super. super. Donc c'était notre transition pour le On fait juste Mince. des jeux de transition. pour la dernière partie. Bah, je te laisse introduire. La dernière partie qui est donc le futur, l'avenir. Comment vous voyez ce métier-là dans l'avenir, à l'avenir, oui. Ah bah, nous, on espère le faire toute notre vie. C'est sûr qu'après l'avenir, la question qui se pose en ce moment, c'est où est-ce qu'on va voir des films? Est-ce qu'on va faire des films pour la salle ou pour les plateformes? Alors nous, on a envie de défendre la salle et en même temps, on regarde aussi des films sur les plateformes quand on est chez nous. Et on se dit que si on nous donne de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, des acteurs, une équipe et une caméra, on fera des films de la même manière, qu'ils soient pour la salle ou pour les plateformes. Après, je pense que le métier évolue parce qu'il y a ce truc-là de plateforme, qu'il y a aussi des séries qui sont de plus en plus populaires. Après, j'ai l'impression que le public sera toujours demandeur d'histoire, quelle qu'en soit la forme. Donc je pense qu'il y aura toujours du boulot pour les réalisateurs. Vous pourriez faire de la série? Ouais, Oui, bah, c'est un format qui est hyper intéressant pour le coup, qui est très difficile à écrire. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'expérience de ça parce que nous, on a écrit que des films pour le coup. Mais ouais, nous, on est très clients, on en regarde quand même pas mal de séries. Et ouais, c'est quelque chose, je pense, on va y venir ouais, un jour. ouais. Je trouve que la série, ça s'apparente pas mal au roman. C'est un truc une série bien écrite fait que quand on est spectateur, les personnages nous accompagnent sur le long terme. Et je trouve que la série peut un truc que le cinéma peut pas tout le temps. Oui, j'avoue que pourtant, pour avoir vu autant on a beaucoup de films qu'on adore, mais c'est vrai qu'il y a quand même des séries hyper clichés, mais genre Breaking Bad, auxquelles je pense encore, alors que 10 ans plus tard, quasiment. Enfin, donc ouais, je pense que les séries, ça peut quelque chose en tout cas du fait, je pense, du format, de la durée, etc., et du développement des personnages qui est beaucoup plus complexe que dans un film, qui est très intéressant pour le coup. ouais. Est-ce que ça vous fait peur le fait que les gens aillent moins au cinéma, ils se concentrent beaucoup plus sur les plateformes depuis le Covid, même si c'est un peu plus remonté depuis, mais pas autant qu'avant le Covid? C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a des films qu'on apprécie mieux en salle et il y a des films qui ne survivent pas au petit écran, je trouve, qui sont trop compliqués ou trop longs ou trop lents pour être vus chez soi. Après, c'est un paradoxe, c'est qu'en même temps, les salles se sont un peu vidées et en même temps, je pense que les gens n'ont jamais vu autant de films que maintenant. Il y a chaque truc, les séries qui sortent sur Netflix, etc., font des chiffres hallucinants. Donc les gens ont envie de voir des films quoi qu'il arrive. Ça peut être dommage pour une typologie de film, je pense, qui s'apprécie vraiment en salle. Je sais qu'un des films que j'ai le plus aimé l'année dernière, c'était le film Bruno Redal de Vincent Leport. Je sais pas comment ça vit sur un petit écran, alors qu'en salle, c'est absolument génial. Mais donc je me dis, est-ce que ces films-là seraient peut-être moins vus s'ils étaient sur plateforme, ce qui serait dommage parce que c'est des films qui méritent absolument d'exister. Donc donc ça peut, c'est inquiétant et en même temps, je pense pas que ça disparaîtra à la salle. Je pense qu'il y a quand même, d'ailleurs, on voit que les chiffres remontent, donc ça peut cohabiter en tout cas, j'ai l'impression. Mais il y avait un peu, c'est des trucs que j'étudie un peu en ce moment de mon côté, mais c'est un peu le truc qui est arrivé avec Canal+, où quand Canal+ a eu des droits pour diffuser les films plutôt rapidement, en fait, les gens avaient de moins en moins de raisons d'attendre, de se dépêcher d'aller en salle. Ils pouvaient juste attendre quelques mois et le voir sur Canal+. Alors à l'époque, c'était, il me semble, 2 ans. Et donc du coup tout ça relie la chronologie des médias. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que ça doit sauter? Donc la chronologie des médias, juste pour faire une micro-présentation,
c'est des lois qui encadrent la diffusion des films en France. C'est-à-dire que si les films passent par le circuit classique de la salle, les films doivent attendre un certain nombre de mois. Ça bouge tout le temps, donc je ne vais pas m'aventurer, mais un certain nombre de mois avant d'être diffusés. D'abord de sortir en VOD DVD, ensuite sur Canal+, puisque Canal+ a une exclusivité à 6 mois actuellement. Et ensuite, il y a les plateformes, les chaînes de télé publiques, etc., etc. Donc, c'est tout un système qui permet, a priori, je dis a priori parce qu'on est l'un des rares pays à fonctionner comme ça, à préserver le cinéma français, la culture française. J'allais dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins ça, même presque pas. Et du coup, des fois, il y a des films qui sortent en salle et 1 ou 2 mois après, c'est directement sur les plateformes. Ouais. En fait, aux États-Unis, c'est pas du tout encadré. C'est-à-dire que chaque studio, chaque producteur décide de ce qu'il fait avec son film. Généralement, s'il veut préserver la quantité d'entrées en salle, il faut qu'il sorte un peu plus tard quand même son film sur les plateformes. Mais il y en a qui disent, bon, bah, de toute façon, la salle, c'est cuit, vaut mieux vendre une blinde à des plateformes et au moins ça rentabilise un peu le film. Ouais, Voilà. c'est dommage ça. Mais... Moi, c'est avec ce que tu dis sur Canal+, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en contrepartie, ils se sont mis à financer le cinéma en contrepartie de ça. Après, on peut aussi imaginer, je pense que c'est peut-être déjà un peu le cas, que Netflix, par exemple, puisse financer des films C'est le cas. pour la salle. Voilà, je trouve que c'est déjà le cas. Bah là, et en fait, ensuite, avoir l'exclusivité de la diffusion au moment où... justement, après cette fenêtre où les films ont d'abord été en salle, respecter ensuite un temps d'absence du film, et ensuite, quand le film il sort, au lieu de passer sur Canal+, il est sur Netflix, par exemple. Ça, ce serait... Ouais, tout à fait. Bah, donc là, pour contextualiser ça, alors bon, c'est la fin du podcast, donc on peut parler un peu plus technique, prod. Le bilan vient de tomber. Donc Netflix a signé en 2021 pour l'obligation de rentrer dans le circuit classique et de préfinancer des films pour qu'ils sortent en salle et voilà, qu'ils rentrent dans la chronologie des médias, etc. Ce qui ne les autorise pas pour autant à sortir leurs films plus rapidement dans la chronologie des médias. Et donc là, le bilan de 2022, c'est 19 films qui ont donc été préfinancés et qui sortiront en salle avec un logo Netflix au début. Ah, ok. D'accord. Bah oui, ça remplace Canal, enfin c'est un concurrent du coup, ça devient un concurrent de Canal+, du coup, sur ce créneau-là, quoi, de financer des films. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que c'est... Après, dans la mesure où les plateformes ne vont pas cesser d'exister, oui, ça bien peut sûr. être aussi ce genre d'accords-là qui permettront à tout le monde de tirer son épingle du jeu, j'imagine. Ouais, bien sûr, ouais. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que par rapport à la chronologie des médias, j'ai l'impression que le fait que le temps soit court entre la salle et la VOD, par exemple, fait que je sais que nous, les premiers, quand t'as un film que t'as raté en salle, tu dis, ah bon, soit je vais le voir là demain à 14h, soit j'attends 2 mois ou 3 mois. Bon, des fois, je me dis, je vais attendre 3 mois, c'est pas grave, tu vois. Donc, je pense que ça peut générer ce truc-là aussi, de te dire, bon, le film, l'espace salle peut être un peu perçu comme étant moins précieux, parce que quoi Mais qu'il surtout arrive, pour les petits films, en fait, voilà. aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des films où on se dit, bon, celui-là, je le verrai chez moi, c'est pas grave. Et les films qui s'en sortent en salle, ça va être les Ouais, c'est Avatars, Avatar, etc. Les films Ouais. qui ont un argument en plus, l'argument du spectaculaire qui donne envie aux gens d'aller les voir en salle. Mais ça, ce qui serait dommage, ce serait que effectivement les gens n'aillent plus voir en salle que les gros films spectacles. Et que le cinéma d'auteur soit, on se dise, bon, celui-là, je le verrai chez moi parce que c'est pas grave. Mais Après, le truc, c'est que la chronologie des médias a été créée pour créer un espèce d'assèchement autour des films, c'est-à-dire que le film existe une première fois en salle, et en fait, on le laisse disparaître, bien sûr, littéralement, pour qu'il revienne en meilleure forme, et que le moment où il soit diffusé, par exemple, à la télé, bah, ça fasse plus de spectateurs. Alors, le truc, c'est que aussi, en tant que réalisateur, ça peut être extrêmement frustrant de voir son film qui, littéralement, n'existe pas pendant une certaine période. Si son film, il sort au cinéma pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, et que la sortie en DVD, elle est à 3-4 mois après la sortie en salle, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 mois pendant lequel le film n'existe pas, il est introuvable nulle part. Ça, voilà, je me Ouais, demande, c'est vrai, ouais. Mais c'est plutôt pas mal, moi je trouve, parce que ça permet de créer un petit manque, et après quand le film... Ça permet d'avoir aussi D'accord. plusieurs moments, c'est-à-dire quand on est réel, on est content que ça fait plusieurs étapes, quoi. Le film est sélectionné en festival, ah, il sort en salle, ah, il sort en DVD. Il y a une espèce de parcours comme bah, ça. ça où on a rend plus plusieurs... précieux d'ailleurs le truc, je trouve. Ouais, t'as plusieurs moments à vivre Ouais. qui sont assez chouettes, ouais, donc c'est vrai que nous on aime bien, ouais. Parce que quand on était petit, je crois que c'était plus que ça, c'était 6 mois au moins, Ouais, je crois, c'était long, entre la sortie salle et la sortie DVD. Ouais. Ouais. Et ça faisait quand même un truc où le film, enfin en tant que spectateur, en tout cas, il y avait un truc où le film, quand on l'avait vu une fois en salle, on était content de le retrouver justement 6 mois plus tard parce qu'il y avait eu cette absence entre les deux. D'accord. Et du coup, la sortie DVD, ça devenait quand même un vrai événement et on se dit, putain, on va enfin pouvoir le revoir. Donc ça peut aussi être un truc, si c'est bien fait, la rareté fait que les films sont peut-être plus appréciés.
Je sais quand on était petit, il y avait quand même un truc où il y avait un rapport aussi au. Genre, trouver un film en DVD ou en VHS, même à l'époque, c'était pas évident non plus. Du coup, quand on le trouvait, on avait un peu l'impression d'avoir déniché un trésor. Aujourd'hui, avec les plateformes et le côté immatériel des films, on a plus ce rapport-là où le film est presque où c'est un objet de désir à ce point-là, quoi. Parce que du coup, le film, tu tapes, tu le trouves sur n'importe quelle plateforme, tu le trouves en streaming gratuit si t'as envie. Oui, s'il est pas sur, ça le rend beaucoup moins précieux. Alors qu'à une époque, quand c'était plus dur de trouver un film, ça rendait aussi le rapport qu'on avait au film plus sacré, ouais. J'espère que, comme la musique, les DVD vont redevenir à un moment, tu sais, quelque chose de précieux. Par exemple, les vinyles. Moi, je sais que c'est des objets vraiment qui reviennent en ce moment à la mode. Et moi, j'adore ça. Est-ce que les DVD vont avoir aussi ce truc-là plus tard? J'espère, ouais. Nous, c'est que nous, on est assez attaché au support physique quand t'as un truc que t'aimes bien. Je pense que ça dépend aussi du packaging, tout bêtement. Dès que t'as un objet qui est un peu cool, genre avec un, je sais pas, un steelbook ou quoi, ça peut être assez cool. Donc, ouais, si je sais que nous, les films qu'on aime bien, dès qu'il y a un truc qu'on aime bien l'avoir, quoi. Donc, je pense que ça peut survivre, ouais. Mais c'est une des frustrations peut-être qu'il y a avec les sorties, même plateforme, c'est que. Parce qu'en soi, même, donc il y a l'objet DVD qui est une chose, mais il y a aussi le fait d'accompagner un film, d'avoir le rituel de la sortie salle, etc. Les avant-premières, ça rend le truc concret. Alors que si la sortie, c'est que la plateforme, t'as un peu l'impression que t'as fait un film qui est un fichier, c'est un fichier numérique, et puis un jour il est sorti sur une plateforme et il est jamais passé par l'étape concrète. Du coup, t'as un peu l'impression d'avoir fait un truc. Ça déshumanise un peu la chose, c'est-à-dire que ça la rend moins humaine, parce qu'en soi, quand on fait un film, on a quand même un truc, on va le présenter aux gens, donc les gens ils nous voient, le réal du film il est dans la salle pour parler avec les gens. Ah oui. Si tu sors en plateforme, d'un coup, le réal d'un film, ça devient un type qui a fait le truc, mais les gens vont quasiment oublier qu'il y a un type qui a fait le film, quoi. T'as l'impression que ça va être un objet qu'on peut regarder, mais qu'on oublie qu'il y a des gens qui sont derrière. Donc les avant-premières, ça permet d'être là avec les acteurs, avec les producteurs, et de pouvoir aussi être là avec les gens, quoi. Donc c'est quand même hyper important, quoi. Bah, c'est comme en musique, le fait qu'effectivement qu'un album ce soit avant tout un truc physique, t'as l'impression qu'il existe plus que si c'était juste une liste Spotify. Souvent les choses fonctionnent, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a ça en ce moment, ça fonctionne par cycle, où là en fait on va arriver à une limite en fait où vraiment tout sera sur les plateformes, et en fait les gens vont en avoir ras-le-bol. C'est ce que j'espère, en tout cas c'est dans le meilleur des mondes où les gens vont en avoir ras-le-bol et en fait ils vont commencer à retourner au cinéma et retourner à acheter des DVD. En plus vous avez la chance d'être accompagné par un distributeur qui croit encore pas mal au physique et qui fait des coffrets. Alors justement là, peut-être les DVD disparaissent de plus en plus. Ce qui se maintient plutôt, c'est des éditeurs qui vont faire des super coffrets très chers, mais des trucs vraiment avec une exclusivité. Ouais, c'est l'édition collector, quoi. C'est ça, je suis sûr, c'est que ça crée un affect plus fort, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que la multiplicité des médiums, les plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram, ça donne plus l'accessibilité au métier de réalisateur? Peut-être, je sais pas. J'ai pas l'impression de voir des. Je sais pas, il y a sûrement des. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas de réel génie qui sort de YouTube. Mais peut-être après, on peut quand même créer du contenu plus facilement qu'à une époque, parce que le matériel il est accessible et le moyen de le diffuser est plus accessible aussi. C'est que pour autant, il n'y a pas non plus une profusion de gens géniaux qui C'est assez intéressant parce que ça fait peut-être 15 ans maintenant qu'on a tous une caméra dans notre poche avec nos téléphones portables. Et on n'a pas vu l'émergence de cinéastes en fait incroyables qui auraient fait des films sur leur portable. Donc j'ai l'impression que ça. Oui et non, c'est quand même. Encore une fois, je pense que vraiment le nerf de la guerre pour un cinéaste, c'est quand même l'écriture. Donc je pense que pas tout à fait la même chose, quoi. C'est un autre média. Ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps aux gens. Donc forcément, ça leur prend du temps qu'on passe à ne pas voir de film. Enfin, c'est sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose qui. Je sais pas. Il y aura sûrement des exemples de gens qui vont faire des films. Qui ont commencé Après, la question, elle est aussi par rapport à vous. J'imagine que vous passez aussi du temps sur TikTok, Insta ou je sais pas quoi. Est-ce que vous, peut-être, ça change votre rapport à l'image, au réel Moi, j'ai peur que ça. Après, que les jeunes générations aient plus de mal aussi à se concentrer sur des films longs. Ça, c'est un truc. On a tellement l'habitude, et même nous, en fait, on a tellement l'habitude de voir du contenu court pour se divertir et de passer de swiper d'un truc à l'autre et de voir des formats vidéo courts, que j'ai l'impression que si même ado on se divertit qu'en regardant des trucs très courts, on peut très vite se déconcentrer facilement dès qu'on voit un truc plus long. Je sais qu'on a échangé même avec des profs qui amenaient leurs élèves au cinéma et qui se disaient qu'ils étaient hallucinés par le fait qu'ils sortent des fois même 3-4 fois de la salle pour aller pisser pendant le film parce que c'est trop long de se concentrer sur un truc qui dure 1h30 juste.
Et ça, je pense qu'on a un rapport à la temporalité qui est pas le même. Je sais que nous, quand on était petits et qu'on mettait un film à la télé, avec nos parents, genre on le regardait, c'était un rituel, et maintenant on regarde le film et on regarde que ça, quoi. On n'avait pas de smartphone pour se déconcentrer. Maintenant qu'on a ce truc-là avec nous, même nous, quand on est chez nous et qu'on regarde un film, très souvent on se déconcentre. Je sais que moi, au bout de 20 minutes de film, je vais commencer à écouter le film, mais en même temps à regarder des trucs sur mon téléphone, quoi, des fois. Donc c'est un truc, je pense que ça change quand même le rapport qu'on a à la temporalité, à notre capacité à se concentrer, peut-être. C'est vrai que la salle, c'est bien, parce que quand on est en salle, par contre, on regarde pas son téléphone. T'es obligé. C'est ça. Sinon, T'as tu payé gênes ton les gens. billet, et puis sinon les gens râlent. Donc, Bon, t'as toujours un cher qui est là avec soi. y en a qui s'en foutent, à ouais. fond et tu fais, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as payé ta place tellement cher. Et moi, j'avais une dernière question qui était un peu une question technique. Donc voilà, un peu tournée production encore. C'est quelque chose qu'on avait déjà abordé entre nous avant le podcast. En France, on classe généralement les films en 3 catégories en termes de budget. Les petits films qui coûtent moins de 3 millions d'euros et qui sont indépendants des studios. Les films du milieu qu'on peut englober entre 4 et 7 millions d'euros. Et les gros films qui peuvent s'envoler vers l'infini et au-delà. Et qui contiennent aussi ce qu'on appelle les films de marché. C'est-à-dire qu'ils sont des films calculés pour faire le plus d'entrées possible. Souvent des comédies, voilà, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un film de marché. Et donc on a tendance à dire que les films du milieu, qui ne sont donc ni des petits films ni des blockbusters, sont les plus risqués financièrement et donc pourraient disparaître bientôt. Alors ça fait très longtemps qu'on dit ça aussi, donc à prendre avec des pincettes. Et donc ça, c'est évidemment lié à une histoire de rentabilité, c'est-à-dire que si les films coûtent peu cher, ils peuvent revenir plus facilement sur leurs frais, et à l'inverse, quitte à ce qu'un film coûte cher, autant s'assurer qu'il fera beaucoup d'entrées et donc blinder tous les aspects de la production et de la distribution. Voilà, donc pour faire simple, dans les prochaines années, il y aura sans doute une séparation de plus en plus marquée entre les petits et les gros films. Je voulais donc savoir quelles conséquences ça peut avoir sur l'avenir du métier de réalisateur, en sachant que, par exemple, L'Année du requin est un film du milieu, et donc comment est-ce que, dans quelques années, si les films du milieu disparaissent, comment est-ce que vous auriez pu faire la transition entre Teddy et votre prochain film, qui est un gros budget? Ça, c'est marrant, c'est que c'est un truc qu'on entend pour le coup depuis. Vraiment, je sais que depuis que je suis en première année de l'école, j'entends souvent que les films du milieu même ne sont pas en voie de disparition, mais carrément n'existent plus, en fait, ce qui est un peu. Donc c'est un peu entre les deux. J'ai l'impression que ça n'existe plus et qu'en même temps, ça existe encore un peu. Mais effectivement, c'est sûr que globalement, quand on dépense des sous sur L'Année du requin, par exemple, ça a rapporté assez peu d'argent en réalité. Je pense que c'est vrai que pour des producteurs, etc., faire un film à 4 millions pour pas gagner d'argent ou peu, c'est pas viable. Et je pense qu'il y a forcément un moment où on le fera plus, parce que ça me paraît compliqué de continuer sur un truc qui est pas rentable du tout. Après, ce que ça peut, le risque, c'est évident, c'est que je pense que c'est d'avoir des gros films qui sont calculés pour plaire et qui du coup sont formatés. Ce qu'on voit des gens en fait en réalité avec beaucoup de comédies qui sont quand même très standardisées aujourd'hui en France, qui sont programmées pour marcher, qui sont pas forcément ouf pour de vrai artistiquement. Ça c'est le risque. Après, je sais pas ce que pour nous, en tant que réal, je sais pas tellement ce que ça peut. Je sais pas s'il y a pas aussi, si les gens retournent pas en salle ou peu en salle, moi je m'inquiète plus pour les petits films aussi, parce que certes c'est moins un risque pour les prods, parce que même si c'est pas très rentable, ils ont pas perdu beaucoup d'argent non plus, mais si les gens vont plus voir ces petits films là, je pense que ce sera beaucoup plus dur de commencer en tant que jeune réal dans quelques années, parce que nous quand on a commencé à faire des films il y a même ne serait-ce que 6 ans, ce qui est rien du tout en soi, les tout petits films comme on faisait nous, il y avait quand même des gens pour aller les voir, on pouvait quand même espérer faire 50 000 entrées, ce qui est très peu mais qui était quand même assez correct pour donner envie aux producteurs de continuer à faire ce genre de films là. Je pense qu'aujourd'hui ces films là font des fois 2000 entrées quoi. Oui, Donc ça a changé, c'est ça. tellement je pense que ça s'est tellement effondré les entrées de ces petits films là que j'ai peur qu'à l'avenir les prods n'aient même plus envie de prendre le risque juste pour l'amour de l'art quoi. Oui, j'ai le cas d'une amie à moi, pareil, qui fait son premier long-métrage, qui a eu du coup l'avance sur recette, et qui a eu mais vraiment tout un mal incroyable à trouver un distributeur, par exemple. Alors que pourtant, film qui a l'avance sur recette, très bon scénario, etc. Et pourtant, trouver un distrib qui vienne, c'est très compliqué pour elle. Donc je pense que globalement, il y a un truc aussi de prise de risque qui fait que les jeunes cinéastes vont avoir plus de mal à émerger, ça c'est clair. Parce que il y a un peu une peur, en fait, aujourd'hui, de se dire que si c'est pour faire 1000 entrées derrière, ça vaut pas le coup. Et il y a encore 5-6 ans, ces films-là avaient un public, ça c'est sûr. Ouais. Et on le voit, Willy Premier, on a fait 30 000 entrées en sortant sur 30 copies. Donc ces 30 copies, c'est ridicule, on est sorti de nulle part, on a quand même fait 30 000 entrées. Je pense qu'aujourd'hui, avec 30 copies, Willy Premier, on fait 2000 entrées peut-être en salle. Ouais. Donc il y a un peu cette réalité-là qui est un peu dure, peut-être. Hein. Ouais, moi je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'en salle, c'est quand même ces films-là qui en pâtissent beaucoup. Et ouais, j'ai tendance à être plus inquiet du coup pour les jeunes réalisateurs. Je pense que se lancer aujourd'hui, ça peut être compliqué du coup, de ce point de vue-là. Après, l'avantage, il y a quand même un truc de succès d'estime au sein même du milieu du cinéma, qui bénéficiera toujours, je pense, aux jeunes réalisateurs. C'est que par exemple, nous en soi, là, on fait un gros film avec pour le prochain film, donc avec Attal et Célignac.
en soi, on a fait, à part La Nuit du Requin qui a fait un peu plus d'entrées que les autres, mais on n'a pas, quand on a signé avec eux, on avait fait 2 films, Willy Premier et Teddy, qui tous les deux avaient fait 30 000 entrées. C'était en soi ridicule. Donc du coup, c'est pas forcément ça qui va jouer. C'est qu'en fait, si artistiquement les choses, ce qu'on fait leur plaît, Oui. avec le succès en même temps des festivals, etc. Donc c'est-à-dire que les festivals ont aussi ce rôle-là qui est de défendre des petits films. À Cannes, il y a l'Acide, il y a la Semaine de la Critique, il y a la Quinzaine, un certain regard, il y a quand même beaucoup de sélections qui sont prévues pour les petits films, et ça, ils continuent à défendre ce cinéma-là, ce qui est hyper important d'ailleurs, parce que même si c'est des films qui marchent pas forcément en salle, qui trouvent pas un public dingue, ils ont quand même un succès d'estime grâce au festival, donc c'est aussi le rôle que eux ont à jouer. Et je pense que si tu fais 10 000 entrées avec ton petit film, mais que tu as été à Cannes, à la Critique, à l'Acide ou peu importe, tu vas toujours trouver un producteur pour t'accompagner pour le film suivant, donc c'est aussi comme ça que ça marche. Donc, Mais il faut réussir à faire un premier film, et si effectivement les petits films font plus d'entrées, j'ai peur que les prods aient du mal à en produire, et donc ce soit dur de faire un premier film, quoi. C'est quand même la condition pour arriver à rentrer dans le truc et ensuite pouvoir... Ouais, après en même temps, je pense qu'il y a quand même t'as toujours des jeunes producteurs qui sortent d'école et qui font leur premier film aussi, donc ils sont plutôt dans des économies plus restreintes, ce qui était notre cas à nous, donc ça existe aussi. Ouais. Mais ces films-là, ils existent quand même globalement en salle, quoi. Donc je pense que si les gens vont pas les voir en salle, c'est dur pour ces films-là d'exister. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est quand même la salle qui leur permet d'être... qui leur permettait d'être vus, quand même. Oui. C'est pas les plateformes qui vont acheter des tout petits films, en général. On sent quand même que ce système, sur certains aspects, est assez fébrile, hein, que peut-être ça risque de sauter à un moment. On s'inquiète pour le cinéma d'auteur, j'ai l'impression, depuis tellement longtemps, et que finalement, finalement 30 ans plus tard, on est encore là. Donc, Il résiste. Il résiste, oui, ça, avec... Non, c'est vrai, la télé, ça fait peur aux gens. Oh mon Dieu, on fera plus de films, les plateformes, on fera plus de films. Bon. Après, les plateformes, il y a aussi l'écueil de la multiplicité des plateformes aussi. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais quand on voit le nombre de plateformes qu'il y a, à force, ça devient presque une blague d'avoir chaque studio qui a sa plateforme avec son contenu original, etc. Je sais pas qui est abonné à toutes ces plateformes-là, mais à un moment, ça devient un peu... peut-être toi, Mathis. Non, mais c'est vrai, je me suis abonné... Quand tu vois genre Paramount, qui a aussi sa plateforme, oui, voilà. Ça commence à en faire beaucoup. Trop. Donc, est-ce que du coup, il n'y a pas un moment aussi où les gens vont se lasser? On a compris le concept de, ok, tel studio a sa plateforme et fait son contenu original. Peut-être qu'il y a aussi un phénomène de lassitude, comme tu disais tout à l'heure, qui va aussi se faire et ramener les gens vers la salle aussi. Là, OCS vient de perdre les séries HBO. C'est Amazon qui récupère. Alors c'est Prime, sauf que Prime veut faire un surcoût. Ah oui, ça c'est 12 balles par mois, j'ai vu. C'est Warner. Quoi. Enfin, il y a un moment. Mais Prime, c'est une succession de plateformes dans la plateforme. J'ai l'impression qu'il faut payer en plus pour avoir mise en abîme éternel. J'ai envie de vous dire que ce podcast va se toucher à sa fin. Tout à fait, on a abordé énormément de sujets. C'était vraiment trop cool. Je suis content d'avoir fait ça avec vous. Merci de nous avoir reçus. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, donc on est content de vous avoir reçus enfin. Et je sais pas pour toi, mais je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'était un énorme podcast, trop bien. J'ai énormément aimé. Merci de nous avoir énormément aimé. C'est la première fois aussi qu'on peut parler aussi autant de concret et de retour sur expérience par rapport à des œuvres identifiées que vous avez faites. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Bonne année. Oui, bonne année. On n'a pas fait les vœux, merde. On a fait les vœux. Faut pas mettre de trucs temporels, on sait jamais. Merde. On sort ça le 31. On dit pas l'année, tu dis juste bonne année. Début janvier, bonne année. Tu dis pas l'année, c'est ça. Faut pas dire. S'ils écoutent ça en juin, ce sera très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut, merci. À bientôt. Les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description. Si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties, c'est sur @cpeprod que ça se passe. On vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant, on est curieux d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez, vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction, ça nous aide évidemment pour le référencement. On se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. À bientôt.